faut se méfier des acteurs qui vous annoncent des très gros rendements. La plupart des gens ne comprennent pas ce dans quoi ils investissent. La crypto ne rentre pas dans mon mindset d'investisseur. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je refuse votre investissement. Oh, fixe, mais t'es con. T'as vu le niveau, tout ce qu'on a gagné? Tout le monde me dit, je paye trop d'impôts. Alors ça, c'est vrai. Moi, je me repose et je reprends pas. Et généralement, au bout de 2 mois, ils s'en mettent comme des rats morts. On se dit tous les CGP sont des cons. Mais c'est le souci que j'ai. Un fonds qui aujourd'hui vous dit je fais du 6-7 par an, moi je trouve que c'est un couple rendement-risque que je conseille très largement. Donc reparle-moi un peu de cette histoire de chirurgien. Ah bah écoute, moi le chirurgien, j'ai un de mes clients effectivement chirurgien. Alors, tu vois, c'est le genre de chirurgien qui a toujours fréquenté que des chirurgiens depuis 20 ans, 30 depuis ans. Médecine, ouais. Depuis médecine, qui dit moi je suis chiro-ophtalmo, donc moi j'ai réussi ma vie. Je suis parmi les médecins ceux qui ont réussi, donc qui est plutôt, voilà, mais qui d'un autre côté est un bon chirurgien. Ouais. Enfin, la différence avec Dieu, c'est que Dieu se prend pas pour un chirurgien, quoi. C'est à peu près ça. Et surtout quelqu'un qui ne comprend pas que la France entière ne gagne pas 1 million d'euros par an comme lui, quoi qu'il arrive, depuis 15 ans. C'est pour ça que j'ai fait le podcast. Je ne comprends pas non plus. Eh ben voilà, écoute, lui en tout cas, tu vois, c'est quelqu'un qui est venu me voir parce que il s'est fait allumer par le premier conseiller en gestion de patrimoine qu'il a croisé. Le premier conseiller en gestion de patrimoine qu'il a croisé, il a fait avec lui un monument historique à Limoges. Le monument historique à Limoges, il a mis l'équivalent de 250 000 euros. Oui. 250 000 euros sur lequel l'avantage monument historique a été repris. Donc en plus, il a perdu son avantage fiscal à Donc l'entrée. là, il n'y avait plus d'intérêt du tout. Donc voilà, il a acheté 250 000 euros comme s'il avait acheté dans l'ancien. Et là, il vient de le revendre parce qu'il n'en pouvait plus de ce bien, où en plus, il avait des soucis de location, parce qu'en plus, il n'habite pas du tout à Limoges, il habite bien dans l'autre côté de la France. Oui. Donc, il a acheté dans un coin qu'il ne connaissait pas du tout, uniquement pour de la défisque. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire de A à Z. Et là, il vient de le revendre 90 000 euros. Ça, c'est le côté sympathique de la loi Malraux. C'était un Malraux, monument historique. Monument historique, oui, mais c'est... Je les confonds parce que les niches de défisque, on en a quand même une petite palanquée en France, on en reparlera. C'est un enfer. C'est un enfer, la défisque. En fait, c'est le pire moyen d'aborder sa gestion de patrimoine. Quand t'es français, t'aimes pas payer les impôts. Merci. Non, mais c'est... Bonjour, monsieur Baran. Merci, monsieur Sœur, merci, vraiment. C'est insupportable. Les Français sont très français. Les Français aiment pas payer d'impôts et ils veulent fuir l'impôt. Sauf qu'en fait, c'est la meilleure des décisions pour se planter patrimonialement. D'où ça vient ce fait de je sais qu'on est frondeur, qu'on aime bien, qu'on est un peu gaulois, et il faut totalement assumer cet héritage-là, ce brassage culturel, mais on a quand même des voisins qui aiment bien les règles, sans les nommer, qui lisent les conditions générales de vente, les 80 pages, qui payent leurs impôts rubis sur l'ongle. Et enfin, j'imagine que toi comme moi, quand 99% des Français ne trichent pas avec l'impôt, donc c'est pas un peu une fantasmée de se dire que ouais, on n'aime pas les impôts, mais on les paye quand même, quoi. On les paye quand même, mais en fait, tout le monde me dit je paye trop d'impôts. Alors ça, c'est vrai. Tout le monde me dit je paye trop d'impôts. Et ça va de la personne qui paye 2 000 euros d'impôts à la plus grosse imposition que j'ai fait, où j'avais annoncé plus de 3 millions d'euros un jour à un client. J'ai réussi à l'asseoir dans son... C'était un top management du CAC 40 qui avait levé beaucoup d'options pour financer son train de vie de l'année. C'est le seul client que j'ai réussi à asseoir dans son siège. Vraiment, il a les jambes qui ont lâché quand je lui ai annoncé son impôt sur le revenu. Il s'y attendait pas, et surtout, il avait claqué beaucoup l'été précédent entre le moment où il avait vendu ses stock options et le moment où il avait l'impôt à payer. On a été très limite pour payer l'impôt ce jour-là. Mais en tout cas, ne devenez pas top management du CAC 40. Si, mais de 2 000 euros d'impôt à payer à 3,5 millions d'impôt sur le revenu à payer, tout le monde trouve qu'il paye trop d'impôts quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y aurait des réponses politiques à apporter à ça, qui est qu'on n'a pas l'impression d'avoir le service public qui est lié à l'impôt qu'on paye en France. Ça, je pense que c'est une réponse qui est politique, et je m'arrêterai là au niveau politique parce que je suis tout sauf un politique. T'as 100% des médias qui disent à peu près la même chose. Juste, il y a un chiffre. On est à 48 ou 49% de taux de prélèvement obligatoire. Et on sait qu'on a, tu parlais d'impôt sur le revenu, des tranches marginales qui augmentent, et qu'à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus par an, chaque euro que tu gagnes au-dessus de, je ne sais plus quelle est la marge, tu te fais taper dessus à, je sais plus, à 50 ou... Quand il y a des politiques qui évoquent 90% de fiscalité au bout d'un moment, mon chirurgien duquel on parlait tout à l'heure, il me dit mais moi si jamais au bout de 400 000 euros ou 300 000 on me prend 90%, il dit moi je travaille janvier, février, mars et le reste de l'année je voyage. Vous aurez plus d'ophtalmo. Oui, malheureusement c'est ce qui se passe avec certains métiers. C'est pas ce qui se passe dans les faits, c'est-à-dire qu'ils travaillent toute l'année.
Mais ils travaillent ailleurs. On l'a vu, les meilleurs chercheurs, les meilleurs cerveaux, que ce soit à l'université, à la fac, en IA. Je me souviens, il y a 4 ans, on nous a annoncé, il y a à peu près pile 4 ans, la découverte des vaccins ARN par une Française qui était aux États-Unis ou en Allemagne, je ne sais plus, depuis longtemps. Mais parce qu'on ne s'est pas financé. On ne s'est pas financé la santé en Europe. Je ne comprends pas, pourtant on lève plein d'impôts. On lève plein d'impôts, mais là, c'est presque le monde du particulier. Enfin, c'est le monde de l'investissement. C'est-à-dire qu'en France et en Europe, on n'a pas les fonds d'investissement puissants qu'il y a aux États-Unis, qui ont les poches profondes, oui. Et cette capacité de dire, je vais attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En Europe, on a eu ce souci il y a quelques années de vouloir introduire en bourse, notamment les biotech. Mais qu'est-ce que les biotech sont allés faire en bourse en Europe? Perdre de l'argent et en faire perdre à beaucoup de gens. En faire perdre à beaucoup de gens. Alors, on ne va pas parler après des OCABSA qu'il y a eu sur plein de choses qui sont allés en plus. Alors là, vraiment piller les poches des gens et des petits investisseurs, c'est juste un enfer. Mais il y a des choses qui auraient dû rester dans l'univers du non-côté, qui auraient dû être financées avec du non-côté. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas faire. Effectivement, c'est vraiment la deep tech, ce qui est à la limite entre la recherche fondamentale qui devrait être financée par l'État et par les grands fonds d'investissement et la santé. Oui. Et aujourd'hui, quand moi, j'ai des fonds européens qui viennent me voir et qui me disent « on a lancé un fonds européen sur la santé », ben, j'arrive pas à y aller. Parce qu'en fait, j'arrive pas à y aller. Donc, je participe en plus à ce mouvement-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je préfère qu'un fonds américain vienne me voir en disant « je finance de la santé » qu'un fonds européen. Parce que je sais qu'en Europe, aujourd'hui, il n'y a pas la profondeur de marché qui va permettre à la société financée de sortir derrière. C'est ça la clé, et on en a reparlé pas mal de fois dans l'actualité. On a fait des chroniques, l'un et l'autre, sur le plateau de BFM, on a la chance d'aller. Il n'y a pas, je t'en parlais hier, je te disais, on en est où de cette union de marché de capitaux en Europe? Il n'y a pas assez d'argent centralisé sur un marché en Europe pour porter des projets qui ont besoin de financement, pour porter des projets shallow tech, donc des SaaS, etc. Là, ça, il n'y a eu aucun problème. Mais de la deep tech, avec des gars qui veulent révolutionner le monde du laser ou j'en sais rien, de l'énergie ou les ordinateurs quantiques. C'est quand même, ils arrivent à lever, mais le quantique, c'est fabuleux ce qu'il y a à faire. Les Pascal, les Quantum, etc., ils passent leur temps dans des podcasts, c'est très bien d'ailleurs, à dire on a besoin d'argent. Monsieur Arnaud, s'il vous plaît, etc. Mais je pense qu'ils sont pas tort, dans le sens où ils ont vraiment besoin de se dire on a besoin de gens qui ont une ambition où plusieurs dizaines de milliards, c'est pas un problème, vu la perspective. Et c'était la différence qui est marquée entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, tout ça pour dire, je pense que si on manque de perspective, c'est qu'on réfléchit à court terme. On réfléchit à court terme parce qu'on est habitué à des produits d'investissement dont on bénéficie à court terme chaque année en réduisant nos impôts. Belle transition pour reparler de la défisque. Magnifique. La défisque, un enfer français. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Seur, fondateur de Terrae Patrimoine. Bonjour Félix. Bonjour François. Attends, je peux t'appeler FX? Tu peux m'appeler FX. Vraiment, la moitié de mes clients me tutoient et m'appellent FX. Donc, Un CGP pas comme les autres. Un conseiller en gestion de patrimoine pas comme les autres, sans cravate. Il m'a dit... Pourquoi tu portes plus de cravate? Parce que je n'ai plus de patron pour m'obliger à porter une cravate. C'est hyper important. Voilà, il est son propre patron. Donc déjà, on est en train de péter une barrière de l'indépendance. Il obéit que à lui. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra si vous lui faites confiance. Mais on reparlera un peu de cette notion de confiance quand on confie son patrimoine à un CGP. C'est quand même la clé. C'est comme un couple. C'est-à-dire que moi, quand je m'engage avec un client, je dis je m'engage avec le client et je vais être votre conseiller. Mais je vais être votre conseiller parce que c'est moi qui vous fais le conseil, qui vous fait l'écrit, qui vous fait la mise en place, qui vous fait le suivi. Et moi, je leur dis, par contre, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est moi. Donc, si jamais il y a des patates à prendre, c'est moi qui les prends et ça ne sera jamais personne d'autre. Parce que quand vous venez me voir, je suis associé, je prends un nombre limité de clients. Si ce n'est pas moi qui prends, c'est un de mes associés, donc ça sera elle, je suis associé qu'avec des femmes, qui vont suivre votre investissement. Et c'est ça qui est hyper important, parce qu'en fait, on est dans une relation. Moi, il y a des clients, ils sont venus me voir, enfin des clients qui ne sont pas devenus des clients, parce que je leur ai dit, ça ne va pas le faire. Je sais que dans la relation, moi, j'ai besoin des personnes qui viennent où je sens que ça va être conflictuel. Je sais que je suis incapable de travailler avec. Je gérer ça, ok. Alors, question vraiment de base.
Alors, je précise en disant que tu étais un CGP sans cravate, pas comme les autres. Moi, ce que j'aime bien et pourquoi je pense qu'on a accroché assez vite, c'est parce que tu es justement capable de parler assez franchement dans un univers qui est parfois, j'imagine, assez fantasmé vu de loin, parce que tout le monde ne peut pas être client d'un CGP, tout le monde n'est pas client. Donc, on peut imaginer des bureaux feutrés, des moquettes, des belles cravates. Alors là, c'est pas le cas. Une gestion un peu à la papa, etc. Et dans cet univers-là, moi, j'aime le fait que tu apportes la jeunesse, mais bon, il n'y a pas que ça. Le fait d'ouvrir ta gueule quand tu n'es pas d'accord avec un truc qui pourtant favorise peut-être 90% de tes concurrents. Et que je me prends 2-3 tatanes de temps en temps de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais bon, c'est le bonheur de dire des choses où on est un peu à contre-courant. Non, mais justement, et que tu m'as l'air de travailler pour faire en sorte que la concurrence, en tout cas directe, qui est la tienne, soit meilleure. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une bonne concurrence. Si tu as une mauvaise concurrence, ça te fait une mauvaise image et on se dit tous les CGP sont des cons. Mais c'est le souci que j'ai. C'est-à-dire que moi, quand on se retrouve à un dîner où il y a un peu de monde et que les gens ne savent pas ce que je fais, on me demande tu fais quoi ? Et je dis je suis conseiller en gestion de patrimoine. Parce qu'agent immobilier. La dernière fois, on m'a dit ah oui, ok, tu fais de la défisque. C'est-à-dire l'inverse de tout ce que je dis au quotidien. Et on me dit, puis tu vois, puis même la personne a soufflé. Quand j'ai dit je suis conseiller en gestion de patrimoine, il m'a fait ouais, ok, tu fais de la défisque. Et alors, justement, là, dans l'appellation, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre faire de la gestion de patrimoine, faire de la gestion de fortune ou être banquier privé ? Alors, tout ça, c'est très différent. Pour le coup, c'est très différent. Si tu arrives à me donner une définition. Conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas un terme réglementé. Ok. Donc n'importe qui peut se dire conseiller en gestion de patrimoine. Mais tout à fait. En fait, conseillers en gestion de patrimoine peuvent se dire conseillers en gestion de patrimoine, les agents IMO. Moi, j'ai déjà croisé quelqu'un qui faisait de l'assurance, ce qu'on appelle IARD, donc de l'assurance de personnes, de l'assurance de biens. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui m'a dit, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, quelqu'un qui assure des campings. J'en ai parlé hier avec un confrère, pour le coup, qui me disait, moi j'ai croisé quelqu'un qui me disait, je suis conseiller en gestion de patrimoine, il me disait, il faisait de l'assurance de camping. En fait, il faut être immatriculé à l'ORIAS, c'est ça ? C'est ça, tu es immatriculé à l'ORIAS, globalement. Mais c'est même pas, en fait, non, parce que ceux qui sont agents IMO et qui se disent conseillers en gestion de patrimoine, ils sont même pas immatriculés à l'ORIAS. Ce n'est pas un terme réglementé. Okay. Donc, le souci, c'est que les gens connaissent le métier sous le terme de conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je suis CIF. Je suis conseiller en investissement financier. Si jamais je dis aux gens, ça, c'est réglementé par l'AMF. Voilà, ça, on est 4500 en gros en France. Donc, quand quelqu'un face à vous est CIF et vous dit je suis CIF, vous avez l'assurance d'avoir face à vous quelqu'un qui est formé, qui a au moins une formation, qui a au moins un master 2 d'économie, de finance, de droit, voilà, qui a une base, qui a une chambre professionnelle, une responsabilité civile pro, une obligation de formation annuelle et un contrôle régulier de sa chambre. Je peux témoigner. Nous sommes jeudi, j'ai reçu lundi matin le petit courrier de ma chambre me disant bonjour, nous vous contrôlons. Qu'on a régulièrement, et c'est très bien parce qu'on préfère être contrôlé par sa chambre, avoir un contrôle. Moi, je veux le contrôle le plus méchant possible pour, si jamais un jour l'AMF ou la CPR viennent me voir, que je sois sûr de ne rien avoir oublié. Tu as une obligation de moyens. Il y a une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Une obligation de résultat. Ça serait compliqué d'avoir une obligation de résultat quand tu fais de la gestion. Surtout que moi, j'ai quand même beaucoup d'investissements qui ne sont pas garantis. Ouais. Donc forcément, on se prend en 2008 demain matin. Moi, j'ai une obligation de résultat. Si jamais j'en suis à soit avoir 0 de rentrée ou avoir même de l'argent à rembourser à mes clients, en fait, ils n'auront juste plus de conseillers. Donc effectivement, il y a une obligation de moyens et on essaie de plus en plus d'avoir un alignement d'intérêts. Mais effectivement, moi, je suis CIF, donc je suis conseiller en investissement financier. Je suis IAS, je suis intermédiaire en assurance. Okay. Je suis IOBSP, intermédiaire en opération de banque et services de paiement. J'ai une carte T, donc je peux faire de la transaction IMO. Ouais. Et je dois même avoir la CJA qui me permet de faire du conseil juridique, qui me permet justement de facturer de l'ONO sur du conseil juridique. Est-ce que ça, c'est des labels et des tampons qu'on peut demander lors de sa première rencontre ? Il faut les demander. Il faut les demander. Ouais. Vous pouvez les vérifier sur le site de l'ORIAS. Et on doit les mettre dans un document qu'on remet au premier entretien, qui est le document d'entrée en relation. Le document d'entrée en relation, c'est un petit doc qui fait 2 pages, qui résume toutes les assurances de la personne que vous avez en face de vous, qui résume un certain nombre d'obligations professionnelles et qui permet justement de vérifier tous les agréments qu'il y a. Si la personne ne vous le remet pas au premier entretien ou qu'il n'y a pas quelque chose d'assez détaillé ou vraiment avec tous les éléments, il y a quelque chose qui doit commencer à allumer une petite lumière en disant il y a peut-être quelque chose qui bloque là. Ok, donc c'est pas... d'ailleurs, si quelqu'un vient vous voir en disant « Moi, je suis CGP, votre argent m'intéresse »,
Ah ben déjà, Déjà, moi, je déjà ne c'est un vais peu compliqué. jamais voir quelqu'un. Oui, non, mais tu me disais tout à l'heure, je te demandais, parce que tu me disais, là, on me propose un client, je suis pas sûr de pouvoir tous les prendre, je commence à refuser du monde. C'est généralement des bons problèmes. Et tu me disais, bah, moi, c'est 100% de la recommandation. Ça veut dire que on a entendu parler de toi par quelqu'un qui, a priori, te recommande pour expérience, compétence, je sais pas, côté agréable de la relation. J'espère que c'est aussi performance. Mais globalement, il faut se méfier si c'est un CGP qui arrive en disant moi je suis CGP, donc je suis conseiller en gestion de patrimoine, par définition, et je peux m'occuper de vous. Et je démarche pas. Je démarche pas. Ce qui est drôle, c'est que je me suis déjà fait démarcher par des CGP. Donc pour dire à quel point ils connaissent pas, ils s'intéressent pas à moi ou à quoi que ce soit avant de me contacter. Oui. Parce qu'effectivement, on m'a déjà contacté plusieurs fois pour me vendre des services de conseil en gestion de patrimoine. Moi aujourd'hui, oui, c'est pas que de la reco, c'est aussi les interventions qu'on fait dans les médias. Pour être clair, il y a aussi des gens qui m'entendent. Bah, effectivement, on s'est connus sur le plateau de Lorraine Goumeau dans Tout pour investir sur BFM Business. Je passe aussi dans le Figaro Imo, je suis passé à Express, je suis passé dans Femme Actuelle. Ma grand-mère aurait été hyper fière que je fasse Femme Actuelle. Bravo. J'avais répondu aux revenus, comment sont fiscalisés les revenus de Vinted. Tu vois, il manque plus que modes de travaux, c'est bon ça. C'est à peu près ça. Mais voilà, c'est sympa aussi de faire de l'éducation financière, de faire de la finance populaire. C'est hyper important parce que justement, je pense qu'il y a pour tout le monde à prendre, même si moi, je prends pas tout le monde parce que je peux pas prendre tout le monde et que je revendique aussi de pas prendre tout le monde pour avoir cette réactivité-là avec mes clients. Moi, mes clients, je leur dis, quand vous me contactez, si je vous réponds pas immédiatement parce que je suis en train d'enregistrer un podcast avec Félix Baron, dans les 24 heures, quoi qu'il arrive, vous aurez de mes nouvelles. Ok, ce que j'aime bien ça, c'est tu définis que l'engagement, il est avec toi et tu le choisis. C'est-à-dire que si tu sens que la relation va pas aller, tu l'as dit, tu préfères refuser. Dédié à tes clients, ça, des métiers où tu as une relation forte avec tes clients, tu es obligé, je pense, de leur répondre dans les 24 heures quand tu n'as pas pu le faire en direct. Et j'ai bien aimé le fait que tu dises la plupart de ce que je fais n'est pas garanti. Obligation de moyens. Je prends tous les moyens que je peux pour réduire le risque ou en tout cas faire en sorte que toutes mes opérations soient les plus carrées possibles. En revanche, je ne peux pas garantir le résultat. Tu as dit la plupart des investissements qu'on propose ne sont pas garantis. C'est quoi un investissement garanti ? Est-ce que ça existe ? Parce que moi, ça me travaille, moi. Un investissement garanti, en fait, ça va dépendre des périodes. Typiquement, là, aujourd'hui, on a une période de taux qui est de moins en moins élevée, mais on a retrouvé de l'investissement garanti avec du rendement qu'on n'avait plus. Donc, il y a eu un moment des comptes à terme, où malgré tout, les comptes à terme, moi, ma trésor de société est placée sur du compte à terme 2 ans à 4,20. Okay. Parce que je sais que j'en ai besoin et que je vais la sortir parce qu'on est en train d'acheter nos bureaux. Une partie de ça, alors c'est important, j'investis dans la même chose que mes clients. Important. Aujourd'hui, une partie de ma trésor personnelle est investie sur un contrat d'assurance vie avec un taux boosté fonds euros parce que je sais que je vais la sortir dans 6 mois, 8 mois, 9 mois. Okay. Mais ça, et là, donc les investissements garantis, moi j'allais le mettre plutôt côté vraiment particulier lambda. C'est du particulier lambda. Oui. Enfin, c'est particulier lambda. Compte à terme, tout le monde ne fait pas des comptes à terme, mais le particulier lambda, il connaît le compte sur livret, qui est le même principe, ou le livret A, où là c'est vraiment garanti par l'État. C'est-à-dire qu'on est quand même attaché au fait que l'État nous materne ou nous paterne. C'est un gros souci en France. Mais c'est un gros souci en France parce que il nous dit la devise c'est bien, on dit oui c'est bien, on n'investit plus pour vouloir gagner de l'argent, on investit pour payer moins d'impôts, ça on l'a dit au début. Donc l'investissement garanti, tu viens de le dire, c'est pour moins de 2 ans, c'est pour 8 mois, 9 mois. Idem, ma trésorerie dont j'ai besoin en France, elle est dès que j'ai 2000 € de trop, moi je les mets sur le livret A et s'il est plein, je le mets sur un livret boosté de ma banque. Alors, pour le reste, et c'est déclaré évidemment au Trésor public, en revanche, moi je mets pas mal de liquidités sur un compte à l'étranger. C'est déclaré, mais je me dis, si tout s'effondre, c'est un peu par l'absurde, je préfère avoir 6 mois devant moi ou 12 mois de trésorerie devant moi sur un compte en Suisse ou ailleurs, ce qui n'est pas du tout interdit du moment que c'est déclaré, plutôt que... Mais en revanche, ça travaille très peu, c'est pas garanti. Tu as l'habitude de remplir les classes 8 UU et 8 TT sur ta déclaration de revenus. Pour ceux qui connaissent, c'est les obligations déclaratives annuelles des comptes à l'étranger, assurance vie, compte bancaire, crypto.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui oublie de déclarer ses comptes N26, les comptes... Faut pas rigoler avec ça. Il faut pas rigoler avec ça parce que le jour où le fisc va vraiment se pencher dessus, c'est de mémoire 1 500 € d'amende par compte, multiplié par le nombre d'années. Donc quand il y a des gens qui ont 5, 6, 7 comptes crypto et qui vont se prendre l'amende multipliée par le nombre de comptes, multipliée par le nombre d'années, quand vous avez ouvert un compte en plus où vous avez mis 1500 balles, Non, ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup. Ça vaut pas C'est le vrai, coup. faites votre obligation déclarative, vraiment. Je suis obligé, ça me démange. Tout à l'heure, tu as parlé des biotech et de certains secteurs d'investissement où tu ne vas pas. Oui. Et quand tu dis tu ne vas pas, c'est où tes clients vont pas, puisque, et ça, je le répète, et je pense que c'est un des maîtres mots de notre échange, c'est que tu investis là où vont tes clients et tes clients investissent là. Donc, tu mouilles ta chemise et ça, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles tu es en face de moi aujourd'hui. Mais où est-ce que tu vas pas? Donc, les biotech. Et Je te vois venir. et pourtant, je reçois des alertes où on parle. Bitcoin est à 95 000 $. La crypto, en fait, la crypto, aujourd'hui, ne rentre pas dans mon mindset d'investisseur. Je pense qu'il y a un truc qui fait... Alors, en fait, je m'applique à moi-même ce que je dis à mes clients. Je dis à mes clients, quand vous avez un doute, faut pas y aller. Mais moi, aujourd'hui, la crypto, j'ai un doute, un gros doute. Et un doute que je n'arrive pas à lever. Oui. Et soyons d'accord, la crypto, je m'y suis investi et intéressé en 2016. Avec un copain. En fait, les deux, on a commencé à creuser le truc, qui lui-même, en fait, a créé son câble, d'ailleurs, à peu près en même temps que moi, et qui, lui, par contre, fait beaucoup de crypto. Grande différence avec moi. Et en fait, les deux, on s'y est penché. À l'époque, on a commencé à acheter. On a acheté des petites cryptos. Je sais pas, j'ai dû investir 5, 6, 7 000 € peut-être dedans. En 2017, quand Ledger a été dispo, on a acheté les Ledger. Je pense qu'on a été parmi les premiers à acheter des Ledger. Je sais que j'ai encore la Ledger à mon cabinet. D'ailleurs, j'ai cassé mon câble Ledger, donc je ne sais même plus ce que j'ai encore le code en tête, mais je ne sais plus ce qu'il y a sur cette Ledger. On va inviter Donc je sais Eric que Larchevêque pour réparer ça. Je sais que j'ai plein d'altcoins dessus et je ne sais absolument pas ce que j'ai dessus. Donc il faudra qu'un jour je la reconnecte pour savoir ce qu'il y a dessus. Ça vaut peut-être une fortune, peut-être que ça ne vaut rien. Mais en fait, moi, j'ai un gros souci. C'est que la crypto aujourd'hui, en fait, pour moi, lorsqu'on a un problème, on cherche une techno. Aujourd'hui, on a une techno et on cherche une application. Alors, on me dit, enfin, quand j'ai cherché, etc., il y a des moyens de paiement, ça permet à des personnes qui sont dans des pays émergents d'envoyer de l'argent, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est résolu par le dollar. Oui. Énormément. C'est-à-dire que dans des pays comme, on cite souvent le Salvador, je crois qu'il y a le pays d'ailleurs qui l'a accepté, je crois qu'il y a le Bhoutan également. Quand tu vas dans notamment le Salvador, en Amérique centrale, etc. On ne représente pas beaucoup ni de PIB ni de population. Voilà, c'est pas beaucoup de PIB ni de population, et surtout tu payes systématiquement en dollars absolument partout, que ce soit en toute l'Amérique du Sud, Non, une grande partie de l'Asie et autres. Les cas d'usage au Liban, malheureusement depuis quelques années, où tu as l'inflation depuis quelques mois, Bien sûr. le conflit qui reprend. Quand tu as je crois que c'est la lire au Liban, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Bon bref, moi quand j'étais au Liban, j'ai tout payé en dollars. Mais si t'as pas les moyens d'avoir du dollar, ou si t'as même pas ça, t'as de la famille en Europe qui t'envoie du Bitcoin, en fait, tu peux t'acheter tes 3 briques de lait grâce à ça. Historiquement, on faisait le Western Union, effectivement. Mais voilà, et t'as des. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est le problème pour lequel parlons que de Bitcoin et d'une monnaie décentralisée crypto a été créé, c'est après la crise de 2008, c'est pour résoudre un problème d'effondrement de valeur des monnaies fiat. C'est-à-dire que tant qu'une monnaie n'est pas gagée sur quelque chose, et c'est le cas depuis 1971, tu n'as plus aucune monnaie qui a un étalon de référence. Avant, tu avais quand même un système d'étalons multipolaires entre les monnaies qui étaient gagées les unes sur les autres. Ça, c'est totalement abandonné aussi. Et tu peux faire ce que tu veux. La banque centrale baisse ou augmente les taux, il y a plus ou moins de contraction, elle a plutôt tendance à les baisser. Donc, tous les gens qui me disent « mais tu te rends compte, l'immobilier a fait x2 depuis 20 ans ?» Je dis « ouais, et l'euro a été divisé par 2 depuis 20 ans. » L'immobilier, pour moi, c'est le cas le plus concret de la perte de valeur. L'immobilier, il n'y a pas de progrès technique. Il n'y a rien qui s'est amélioré dans l'immobilier, surtout dans l'ancien, entre 2004 et 2024. C'est pour ça que pourtant, ça coûte 2 fois plus cher. Il ne faut le faire qu'à crédit, parce que sinon, tu perds de l'argent. Ou alors, si tu as beaucoup d'argent, comme certains de tes clients, peut-être que tu peux acheter cash, mais
Bref. Tu vois, là, hier, donc on était sur une émission, sur un plateau de télé, sur une émission délocalisée avec beaucoup de monde autour. Lorraine Goumeau, la présentatrice de l'émission, va faire les off, sait que je ne suis pas un grand fan de crypto. Et elle nous a gardé en plateau avec Brune, qui est de chez Kimpa, en disant non, il y a le patron de CoinHouse qui arrive, restez en plateau. Le patron de CoinHouse parle, explique, etc. Alors c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait des acteurs français, etc., qu'on ne le laisse pas étranger, c'est très bien. Bien sûr. Et elle me fait François-Xavier une réaction, comme elle sait faire. et effectivement, j'ai dû dire le peu d'amour. Je suis resté assez soft de la crypto que j'avais, parce que pour le coup, c'est quelqu'un en plus qui est intelligent, qui est là pour échanger et tout, donc je trouvais ça plutôt intéressant. J'avais aucune raison de rentrer dedans. Et justement, on a un peu échangé, il donne ses arguments, je donne les miens, etc. Je sors de plateau, je me suis fait tomber dessus pendant 1h30 par à peu près tous ceux qui étaient pro-crypto autour et qui ont essayé effectivement de me convaincre de l'intérêt de la crypto, de parler, etc. Parce qu'il y avait pas mal en plus de conférences sur la crypto l'après-midi et autres. Et l'argument principal était « Fix, mais t'es con, t'as vu le niveau, tout ce qu'on a gagné ?» Et ça a été le premier truc qui tombait. En fait, déjà... C'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Même si il est très fort, c'est pas un bon argument. C'est un argument qui, est pour moi un argument de signe de bulle. L'autre argument signe de bulle, c'est le taxi qui m'en a parlé entre le moment où il m'a pris à Montparnasse hier et le moment où je suis arrivé au Bois de Boulogne pour enregistrer l'émission au pavillon d'Armenonville, et où il me dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire, ah bon vous allez sur BFM, etc. Ah ben moi justement j'ai de la crypto, je fais du copy trading, qu'est-ce que vous en pensez? Bon voilà, le copy trading, il y a même pro crypto, voilà, les gens vont dire bien évidemment il ne faut pas en faire, hein. On profite pour en redire, non, ne faites pas du copy trading en écoutant les influenceurs sur Internet, c'est la pire des bêtises à faire. Je sais que cette émission va être sur Internet. Mais c'est très bien. Oui, mais je ne suis pas influenceur non plus, je ne dis pas ça. Sur 1h30, je ne suis pas un influenceur sur 15 secondes. Non mais oui, je dis aux jeunes enfants qui nous regardent et qui ne sont pas nombreux, ou même s'il y a une pub ou quelque chose qui vous paraît génial, révolution technologique, c'est non. Le copy trading, tout le trading basé sur l'intelligence artificielle, s'il vous plaît, non. Ce placement que le banquier vous cache, la fameuse chose. À un moment, il y avait aussi Michel Sapin qui faisait chut, où tu le voyais comme ça, et c'est la loi Sapin 2, attention. On ne veut pas que vous le sachiez. Et la seule chose que j'accorde au Bitcoin aujourd'hui, et où je suis d'accord sur quelque chose, c'est qu'en fait, moi, je le classe quasiment dans la même catégorie que l'or. Mais voilà, alors, on est d'accord, réserve de valeur. C'est une réserve de valeur parce qu'on sait qu'il y en a 21 millions et qu'on n'aura pas un de plus. Et en plus, il y en a forcément un bout qui a été perdu avec des gens comme moi qui ont une ledger, qui en ont perdu, qui savent même plus s'il y a du Bitcoin dessus ou pas. Règle-moi cette histoire de ledger là. Je viendrai avec ma clé la prochaine fois. Et en fait, le truc, c'est que ça, par contre, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est un or 2.0. On est d'accord. Et on sait qu'il y en a 21 millions, qu'il n'y en aura pas plus. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai besoin pour... Tu vois, j'achète une action LVMH. Je sais pourquoi aujourd'hui je la valorise 100. Je sais que je la valorise 100 parce que ça va rapporter 10 pendant 10 ans. On fait simple. Hein, et voilà. En value, on ne peut pas savoir comment valoriser le Bitcoin. Il rapporte rien. C'est impossible. Et c'est ça, moi, qui rentre pas dans mes cases. Mais comment est-ce que tu peux avoir aujourd'hui plusieurs... Oui, mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir plusieurs centaines de crypto-monnaies? Mais est-ce que tu achètes de l'or? Pour pas dire plusieurs milliers. Est-ce que tu achètes de l'or? Eh ben, en fait, moi, c'est les deux actifs où je dis à mes clients, vous pouvez en avoir. C'est pas moi qui m'en occupe. En plus, je n'ai pas de valeur ajoutée. Je n'ai pas de valeur ajoutée à mes clients à dire à l'acheter de l'or. Je vais leur dire, écoutez, passez par telle plateforme. Mais le pire, c'est que j'ai envoyé des gens chez CoinHouse, je leur ai envoyé du monde en leur disant, parce que les gens me demandent quelles sont les plateformes sérieuses, et je donne des noms. Oui. Et... Ils sont passés dans le podcast, donc ils sont sérieux. Bon, mais très bien, voilà, je ne sais pas, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de personnes où je donne des noms, mais je leur dis par contre, moi, je n'ai pas de plus-value en la matière. Je n'ai pas de plus-value en la matière, donc si vous voulez acheter de l'or, si vous voulez acheter de la crypto, vous le faites, mais vous le faites sans moi. Ils sont libres. Et vous le limitez, vous n'allez pas au-delà de 5% de votre patrimoine. Bon, bah, tu réponds à ma question, parce que pour moi, or, crypto, pas plus de 5% du patrimoine, et peut-être même or plus crypto, pas plus de 5%. Ou alors pas plus de 10%, ça dépend si on a envie. Mais dans une stratégie de diversification et de protection du patrimoine, puisque l'or, pour le coup, a démontré sa valeur refuge, pour moi, c'était idéal. Et la crypto aussi, dans le sens où si tu en as pour 2%, même si tu as pris un méga risque, alors évidemment sans effet de levier type CFD, c'est jamais que 2%. Et puis si tu as eu un coup de chance monumental et que tu tombes sur l'altcoin qui va faire plus 19 000%, tant mieux. Évidemment, il ne faut pas rêver. Mais... Alors tu sais, tu me dis
attention à l'effet de levier. Quand on s'est parlé un peu avant, tu me disais c'est quoi les pires trucs que tu as vu passer. Tu vois, un des pires trucs que j'ai vu passer, un jour, quelqu'un qui a fait un crédit conso de 70 000, je crois que c'est le maximum qu'on puisse faire en crédit conso. Et il a tout mis sur une valeur biotech parce qu'il était persuadé que les résultats de la phase 2 ou de la phase 3 allaient faire x2, x3. Le lendemain, ça a fait moins 40, au moins 30. Et il a dit, je garde. Je garde, parce que ça va remonter, j'ai une grosse conviction. Et qui c'est qui disait hier, justement, j'écoutais quelqu'un qui disait c'est le coup du train, du bus qu'on a laissé passer. On attend le bus. C'était Benoît Grossman de Razeo. Ah, c'était Benoît, oui, on y était ensemble. C'était Benoît Grossman de Razeo, effectivement, qui disait en fait, on a attendu le bus, ça fait 10 minutes qu'on attend le bus, et on se dit, bah non. Ça vaut encore le coup de l'attendre. Voilà, ça vaut encore le coup de l'attendre, et plutôt que de partir à pied. Et bien en fait, c'est ça qui s'est passé. Et sauf qu'en fait, ça a fait moins 80, 90, enfin, c'est la biotech, quoi. La biotech, comme on l'a connue. J'ai connu ça sur AB Science. Mais moi, je le fais en assumant. C'est-à-dire, AB Science, projet de phase 3 sur le développement. Tu mets pas une ligne à crédit. Non, déjà, je prends pas un crédit conso. Jamais de ma vie pour rien. Mais ça, c'est une conviction personnelle, parce que c'est quand même la base du crédit conso, c'est que vous ne le remboursez jamais. C'est ça ce qu'on appelle le revolving. Et surtout pas pour investir sur un truc aussi risqué. AB Science, donc, c'était un dossier qui avait donc, la volonté, l'ambition de développer une protéine pour les maladies neurodégénératives. Et ça, vraiment, si je peux mettre à fond perdu tout mon argent dans la recherche, je le ferai. Bon, malheureusement, oui, mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Et j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Mais c'était à 9 ou 10 balles. Et on s'était dit, si la phase 3, et ils ont leur AMM au Canada, donc autorisation de mise sur le marché, passe, on peut aller à 20, on peut aller à 25. On a fini à 4 €. Mais je préfère avoir cette espèce de sensation en disant, on est à l'aube d'un truc. C'est même pas mon enrichissement personnel, parce que faire x2, x3 sur une action, où de toute façon tu as limité à 2% de ton capital, c'est pas grand chose. Mais c'est de dire, j'étais investisseur dans cette boîte qui a révolutionné le traitement d'une maladie. Ça m'excite autant que de me dire, celui qui gratte son ticket qui coche son ticket de loto le vendredi en disant, peut-être que demain, tu as plus de chances de gagner avec un pari sur une biotech qu'avec le ticket de loto. Moi, tu vois, sur un plan, on parlait de la rationalité. Voilà, on parlait de la rationalité de l'investisseur. Moi, je préfère prendre une biotech au hasard qu'aller te gratter un ticket de loto toutes les semaines pendant 10 ans. Ouais, non, mais l'auto, c'est encore autre chose. À la limite, c'est ce que j'avais dit dans un de mes premiers articles, acheter des actions FDJ. Au moins, vous devriez toucher un peu de dividende. Bon, on n'est pas réconciliés sur la crypto, mais tu vois, ce qui me... Non, mais ça va permettre de parler un peu de tes concurrents. Tu as aujourd'hui des banques privées, tu as parlé du cabinet de ton pote qui fait de la crypto. Ouais. Tu en as maintenant des private bankers, des CGP, des conseillers qui font la taille de banque privée déjà. Et qui proposent des offres crypto. Donc c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est intéressant de voir ton point de vue. Mais quand tu vas voir un conseiller, tu vas voir quelqu'un qui a des convictions. Et si jamais, face à mon client, j'ai pas de conviction, j'ai rien à défendre, en fait, il ira ailleurs et il aura raison. Oui. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie d'investir comme moi, avec moi, géré par moi. Et si jamais j'arrive en disant « Ouais, finalement, vous avez raison, la crypto, en fait, je vais le faire avec vous, attendez. » En plus, je connais des gens bien qui vous le feront, qui vous feront un mandat, même si vous voulez, qui vous feront des choses, etc. Mais je vais pas aller, je n'ai pas la conviction de le faire, donc je ne le ferai pas. Et tu vois, tu parlais du milieu et des concurrents, et je te dis, tu vois, ça fait la taille de petites banques privées maintenant, certains de mes confrères, parce qu'ils font 10 milliards d'encours, 15 milliards d'encours. Maintenant, il y a des CGP, c'est cette taille-là en France, où ils ont des fonds d'investissement. Et je discutais avec un de mes confrères, et il y avait un patron d'un CAB d'M&A à côté de nous, donc de fusion-acquisition, et il rigolait en disant « T'as vu la croissance de François-Xavier, un jour, il va te racheter. » Et j'ai fait « Non, lui, j'aurai jamais les moyens. » Et il me dit « Mais non, tu me rachèteras. » Il me dit « Tu feras rentrer, tu rembourseras jamais ta dette. » C'est pas ce que tu as dit, tu rembourseras jamais ta dette que ça m'y a fait penser. Il me dit « En fait, tu rachèteras mon CAB avec la dette, tu referas toi-même de la dette, tu rembourseras aucune des deux dettes et tu vendras à quelqu'un d'autre qui prendra un fonds et qui refera de la dette. »
ça, c'est pas hyper sain comme façon de faire. Non, Il y a un truc qui, à un moment, pose souci quand même. Et qui pose souci parce qu'on le voit aussi, les très gros cabs aujourd'hui, ils ont aussi de la déperdition parce qu'ils sont en train d'avoir aussi tous les défauts des banques privées. Tu as du turnover, tu as face à toi des salariés, tu as de plus en plus de produits maison, et en plus, tu as les défauts, c'est-à-dire qu'un CGP ne sera jamais banquier. Et je ne serai jamais banquier. D'accord, et ça permet de marquer un peu la différence. Tout à l'heure, tu as expliqué ce que c'était qu'un CGP en disant surtout ce que tu faisais. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas savoir ce que font les autres. Et donc, tu as les CGP en cabinet qui sont indépendants ou pas indépendants. Et tu as les banquiers privés donc, qui font un travail de gestion de patrimoine, gestion de fortune dans une banque, BNP Private Banking, Natixis, je ne sais pas comment on dit. À l'époque, c'était Banque Privée 1818. Oui, c'est vrai qu'on les a connus. Oui, c'est devenu Natixis. Cholet-Dupont. Tout ça a disparu. Tout ça a été racheté. Justement, c'est des opérations... par Barclays, qui s'appelle maintenant... c'est pas devenu Mileis, Barclays ? Mileis. C'est ça. Désolé, je suis un vieillard de la banque. Non, mais tu as Rothschild, tu as Lazare qui font de la banque d'affaires, mais aussi de la banque privée. Et de la gestion d'actifs pour de la gestion les d'actifs. CGP. Mais la différence de ces boîtes-là, c'est que vous arrivez avec votre patrimoine et vous confiez donc quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros sous gestion. Et évidemment, je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on va parler ensuite de l'approche CGP plus pour les particuliers. Et ils vont entre guillemets, vous fourguer ou vous proposer des produits maison. Parce qu'eux ont des fonds brandés qui sont gérés, qui sont créés par BNP, par Lazare, il y en a des très bons, par Rothschild, etc. Ils ont des compétences. Là où, quand tu es CGP, tu fais ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. Donc moi, Monsieur Baron, j'arrive avec mes pas 1 million, parce que c'est la route de ce podcast, le premier million. Mais je te jure, dès que je l'ai, je viens de voir. Et je te dis, j'aimerais faire ceci, cela. Donc l'architecture ouverte, coupe-moi si je dis une bêtise, c'est d'aller chercher à droite, à gauche, ce qui se fait... que tu considères ce qui se fait de mieux sur les ambitions patrimoniales de ton client. Oui, alors on va quand même modérer, c'est-à-dire que les banques privées et les banques ne sont pas tant en architecture fermée que ça. Oui, elles font aussi de l'architecture ouverte. Elles font aussi de l'architecture ouverte et elles en font de plus en plus. Donc ça, c'est pour le coup à mettre à leur crédit. Après, tu as aussi celles qui font de la fausse architecture ouverte, et ça, je le vois de plus en plus. Ça, c'est... notamment les banques qui disent mais regardez monsieur le client ou madame la cliente, on fait de l'architecture ouverte et en fait toutes les sociétés de gestion qu'il y a dans la location leur appartiennent. Oui, c'est comme Crédit Agricole Private Banking qui va te proposer un produit de LCL, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est même pire que ça ce que je vois passer. Crédit Mutuel qui te propose un truc chez Fortuneo ou chez CIC. Okay. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment cette idée-là et ça on le voit quand même pas mal passer. Mais après il y en a qui font bien leur travail et qui limitent à aller 30, 40, 50% de fonds maison et qui quand même vont chercher au moins la moitié de fonds externes. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt à mettre au crédit pour le coup des banques et des banquiers qui ont évolué là-dessus et qui ont vraiment évolué là-dessus. Un conseiller en gestion de patrimoine, alors il faut voir qu'effectivement, on va aller chercher au maximum. En fait, on est indépendant dans notre sélection d'actifs, donc on va aller chercher ce qui se fait sur le marché, selon nos convictions, selon notre analyse. Donc après, c'est extrêmement large, c'est-à-dire que moi, je vais parler à mes clients d'investissement financier, je parle à mes clients d'investissement immobilier, enfin un patrimoine c'est large, c'est justement de l'IMO, c'est justement du financier, ça va être aussi une analyse sur le plan juridique, ça va être une analyse sur le plan fiscal. Moi il y a des clients, je les conseille pendant 1 an et demi avant de rentrer 1 euro. Parce que ça prend du temps, parce que déjà il faut changer le régime matrimonial par exemple, parce qu'il faut faire un testament, parce qu'il faut faire des donations, parce il y a énormément de choses parfois à faire avant. Et il faut voir que la taille du patrimoine n'implique pas la complexité de celui-ci. Il y a des patrimoines qui sont venus me voir, de personnes qui avaient 10, 15 millions d'euros, extrêmement simples. Il y a des gens qui sont venus me voir avec des patrimoines où il y a 300 000 euros à placer, c'est un enfer. Donc, il ne faut pas se dire que la taille du patrimoine implique la difficulté de gestion ou la difficulté administrative ou autre, c'est vraiment une question de vie, de comment a été créé ce patrimoine, comment a été acquis ce patrimoine, quelle est l'ancienneté, quelles sont les relations, quelle est la famille. Et c'est justement là-dedans qu'on rentre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un de fixe. Parce que moi, mes clients, certains, alors ça fait 4 ans que j'ai mon cabinet, mais ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier, donc il y en a qui m'ont suivi depuis plus de 10 ans, les clients. Je connais toute la famille. Je connais 2 générations, 3 générations, 4 générations. J'ai des familles versaillaises où j'ai les arrière petits-enfants où j'ai plus de 100 membres dans la famille. Ah ben, il y a beaucoup d'enfants à Versailles. Il y a beaucoup d'enfants à Versailles.
Et ça fait partie des choses où, typiquement, comme je connais tout le monde, comme je connais les relations, comme je connais ce qui se fait, on a tout organisé de génération en génération. C'est-à-dire que demain, pour être clair, il y a quelqu'un qui meurt, ils viennent me voir, je gère tout. Ok. Et ça, c'est des choses c'est une qualité en fait du conseil qui est hyper importante. Parce que demain, il y a une loi. En ce moment, on est en train de se parler, on est en plein débat sur le budget et autres. On peut prédire que ça va finir en 49.3. Quand ça sera diffusé, on verra si ça sera le cas ou pas. Mais selon ce qu'il va y avoir, je sais quel client appeler. Et lui dire, sur votre patrimoine ou sur ton patrimoine, attention, il y a telle implication. J'imagine que ça répond un peu à la question d'ensemble de cet échange qu'on a. Et je te demande pas d'y répondre directement maintenant, mais je me suis réveillé cette nuit en me disant, la question du podcast demain, c'est comment on te fait confiance. Et parce que pour moi, c'est la clé. Tu mets 50 000 euros sur un compte sur livret, tu te poses même pas la question de faire confiance à la banque. Tu te dis, je vais avoir mes 2% à la fin de l'année, etc. Tu as plus d'argent à gérer, 300 000 euros ou 1 million, ou je sais pas. Pourquoi moi je fais confiance à ce conseiller plus qu'à un autre, et j'imagine qu'il y a plein de raisons, et toutes les réponses que tu vas apporter vont justifier cette confiance, mais j'imagine que c'est vraiment la clé, et que la proximité de la relation à tous les moments du patrimoine, souvent les 3D, déménagement, divorce, décès. Alors moi, pas tellement. Alors toi, pas tellement. Attends, on en reparlera. Avant ça, je voudrais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que tu as parlé de tes convictions. Tu as dit, tu en parlais dans la crypto. Il y a les convictions dans ce que tu ne veux pas investir, et puis j'imagine que tu as les convictions sur lesquelles tu veux investir. C'est quoi, toi, tes convictions en investissement? Et ça permettra de répondre à une question classique de ce podcast, qui est comment tu pars pour aller atteindre ton premier million. Alors, qu'est-ce que tu aimes investir et qu'est-ce que tu recommandes à tes clients? Alors, déjà, mon cabinet s'appelle Terrae Patrimoine. Donc là, je vais dire ce que tu adores. Je vais parler de durabilité. Donc là, normalement, Félix est à 2 doigts de prendre sa cravate pour se pendre. Non, on peut faire de l'impact et très bien gagner sa vie. On peut faire de l'impact et très bien gagner sa vie. En tout cas, il faut voir que c'est une notion extrêmement large. Donc moi, j'ai créé ce cabinet parce que, à l'origine, en fait, depuis que je suis ado, j'ai toujours été dans les associations. Je viens d'un côté plutôt social. J'ai bossé pour les clubs UNICEF locaux. J'ai bossé un peu au Resto du Cœur à Mont-de-Marsan. J'ai travaillé notamment dans une association qui s'appelle le Club Quetzal, qui scolarise et nourrit un peu plus de 2000 enfants au Guatemala. Ça fait plus de 20 ans que j'y suis et qu'on y est encore et qu'on reverse à toutes ces assos un bout de chiffre d'affaires. Voilà, il y a un certain nombre de convictions, et la finance durable, c'est ce qui me permet, moi, de relier qui je suis professionnellement à qui je suis en tant qu'humain. Okay. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me demandent spécifiquement de la finance durable. Mais la finance durable, c'est extrêmement large. C'est-à-dire que ça va de la personne qui dit « Moi, je veux pas trop d'énergie fossile. Si jamais vous me dites Total Energy, c'est mieux qu'Exxon, je suis prêt à l'entendre. » À des clients qui sont venus me voir, par exemple, il y a 2 mois, sur une reco d'un de mes clients. On vient de faire un premier cash-out, ils prennent 3,5 millions, je pense. Et ils me disent, moi, l'essentiel, c'est de maintenir l'encours. Je ne veux que de l'impact derrière. J'ai 3,5 millions. Moi, ce qui m'importe, c'est le projet, ce sur quoi vous investissez. Et je veux investir, je veux de l'énergie renouvelable, je veux privilégier le financement de tout ce qui est agricole, et notamment agricole, transition écologique, moins de pesticides, agriculture durable. Et puis, je veux payer des impôts. Donc, pas de PEA, pas de holding patrimonial. Je veux payer des impôts. Ok. Donc, tu vois, j'ai des gens qui vont de quasi-philanthropie à ça. Et bien évidemment, il y a une partie de ma clientèle qui me dit « Ah, mais moi, je m'en fiche de la durabilité. » Donc, il vient me voir. Voilà, un de mes plus gros clients, sa passion, c'est d'aller tirer des sangliers Attila au Tadjikistan. Voilà, il m'a demandé la semaine dernière... Pas des Marco Polo, parce que le Marco Polo est une espèce de mouflon, là, se chasse dans la montagne au Tadjikistan, et indice pour y aller, évidemment, c'est en jet privé. Voilà, alors, lui, il va pas en jet, je pense pas, même s'il pourrait, mais je pense qu'il n'aime pas dépenser son argent là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est un client qui est adorable, on s'entend très bien. Il m'a envoyé plein de ses copains derrière.
il sait mes convictions en matière de... Voilà, il sait que quand il m'appelle et qu'il me dit je suis à la chasse, il sait très bien que moi je suis végétarien. Voilà. Et curieusement, lui, il veut pas forcément du durable. Non, il veut pas du durable. En fait, il me dit, moi, le durable, je le fais d'une façon différente. Et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que lui, je sais qu'à côté, il va faire du social, il va faire des dons, il va faire des choses qui lui importent, où il sait qu'il va Je sais que localement, dans sa région, il fait des choses. Il m'en parle pas totalement en détail. Je vois à peu près ce qu'il fait. Mais voilà, tu vois, il y a un côté où ça, je l'entends aussi. Et en fait, on s'entend sur ces sujets-là. Et surtout, je sais que là, moi, j'ai un impact parce que de temps en temps, il me dit, bon, allez, ça, effectivement, on va peut-être essayer de faire... Et c'est pour ça, je suis un ayatollah de rien. C'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que je suis fermé sur rien. Quelqu'un qui vient me voir, je me dis, je peux avoir la possibilité d'éduquer, d'amener à de la durabilité ou pas. Et donc, moi, j'ai créé mon cabinet autour de la notion de durabilité, autour de la notion d'éducation financière. Alors, à côté, d'ailleurs, je suis chargé d'enseignement à Bordeaux 4 en finance durable, finance et gestion de patrimoine. En gros, je fais un cours à mes élèves de... On ne sait même pas comment l'intituler, ce cours. Vite CGP, je crois, je l'ai appelé l'an dernier. C'est comment tu crées un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en une journée. Voilà. Ouais, je crois que j'ai été assez apprécié comme professeur. Enfin, en tout cas, ils m'ont rappelé cette année. Bon, on embrasse tes étudiants. Bon, on peut. Il y a ça. Donc voilà, j'en vois énormément d'infos à mes clients que je forme. Et en fait, j'ai des clients qui n'y connaissaient rien il y a quelques années et qui maintenant, quand ils suivent les infos, savent me dire comment vont réagir leurs investissements. Et ça, c'est un des... Ça, pour moi, c'est la clé. Je te coupe. Mais le but de ce que je fais, pas toujours aussi bien que je voudrais, c'est de proposer des opportunités, des placements performance. Je suis très content si j'y arrive. Mais il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que moi, à mon avis. En revanche, je veux absolument que la finance et l'investissement deviennent passionnants. Et limite, parfois, je veux que ça devienne marrant. Parce qu'il y a des gens qui aiment quand les choses sont drôles, il y a des gens qui aiment quand les choses sont passionnantes, il y a des gens qui sont très analytiques quand les choses sont carrées et rationnelles. Mais je pense que, dans tous les cas, si tu rends les placements et l'investissement passionnants, ce qui est tout à fait possible, eh bien, au moins, tu crées l'envie et l'ambition. Si tu le rends compréhensible, évidemment. Déjà, tu le rends intéressant. Parce que si jamais les gens comprennent ce dans quoi ils investissent, la plupart des gens ne comprennent pas ce dans quoi ils investissent, parce qu'on n'a pas face à eux quelqu'un qui prend le temps de leur expliquer. Oui. Tu sais que j'ai déjà refusé un investissement, d'une reco d'ailleurs, c'était une avocate fiscaliste qui m'avait envoyé sa cousine, je crois que c'est sa cousine, pharmacienne, et elle me dit, c'était pas un gros ticket, ce qui est plus facile à refuser, mais qui me dit, non mais écoutez, je comprends pas, mais je vous fais confiance. Bah non. Ouais, et j'ai dit non. Et j'ai dit non, je refuse votre investissement. Je refuse votre investissement parce que ça peut pas fonctionner comme ça. C'était quoi ? Quelqu'un de très sécure. Il y avait un peu de non-coté. Je lui avais un tout petit peu amené d'obligations non-cotées dans un fonds d'obligations non-cotées. Un petit peu de et une assurance vie avec quelques obligations datées. Et je pense que j'avais mis un fonds action international histoire de l'initier un tout petit peu et voilà, en y allant à petite dose. Et toute avocate fiscaliste qu'elle était, elle ne comprenait pas. Ah non, c'est pas l'avocate fiscaliste, c'était sa cousine pharmacienne. Ah oui, c'est ta cousine pharmacienne, oui. Non, l'avocate fiscaliste, non, on n'a pas d'investissement chez moi d'ailleurs. Tiens, je vais l'appeler en sortant du podcast, c'est pas normal. On a parlé de vous, ok, donc des convictions, de la finance durable, mais pas que. Là, tu parles d'obligations non-cotées, d'assurance vie. C'est une grosse conviction du cabinet, le non-coté. Moi, mes clients sont là où ils sont le plus heureux, c'est sur le non-coté. Le non-coté, c'est extrêmement large comme notion, attention, parce que ça va de... C'est tout sauf les actions. Hein. C'est tout sauf ce qui est coté. Oui. Mais j'allais dire tout sauf les actions. Il y a aussi les obligations. Les obligations sont cotées. Il y a des ETF, les obligations sont cotées, les ETF sont cotés. C'est vraiment le fait d'avoir une partie du patrimoine qui ne dépend justement absolument pas de la bourse, mais qui dépend de l'économie. C'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier que la bourse et l'économie ne sont pas liées. Voilà. Ouais. Moi, les clients sont très contents depuis quelques années sur tout ce qui est l'obligataire non coté. Parce qu'en gros, moi, mes clients, quand ils viennent chez moi, je leur dis, écoutez, ce que vous placez chez moi, c'est pas pour 6 mois, c'est pas pour... On peut avoir un bout en court terme, mais quand vous placez chez moi, c'est parce que l'argent, il est là dans 15 ans. Moi, je vous amène sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas un problème de liquidité pour eux, ça ? Bah, il faut qu'ils en aient conscience. Après, il y a toujours un bout du patrimoine qui est liquide. Je ne mets pas 100% illiquide, ça fonctionne pas. Encore que j'ai des clients qui acceptent 100% illiquide. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais généralement, on fait en sorte d'avoir un patrimoine vraiment liquide qui permet de financer le quotidien. Forcément, tu parlais tout à l'heure d'un livret A, etc. Il faut en avoir un. Tout ce qui est les dépenses non finançables du quotidien par crédit. Tout ce qui n'est pas finançable par crédit ou du quotidien.
Ensuite, il faut avoir effectivement un bloc, on va dire, auquel on peut faire appel en cas de coup dur. Donc en ce moment, typiquement, vous avez de l'obligation d'AT, c'est très bien, c'est liquide, ça va vous faire du 5% par an assez tranquillement, net de tout frais. Et après, vous avez le long terme. Et le long terme, c'est là qu'on s'amuse, parce que le long terme, c'est là qu'on peut se permettre de prendre des gros cachous à la baisse, mais où, par contre, on va pouvoir prendre de belles plus-values de temps en temps. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et le long terme, effectivement, on va pouvoir aller chercher du non-coté. Le non-coté, c'est extrêmement large. Ça va donc des actifs actions et obligations. Donc l'action, c'est vraiment vous rentrez au capital d'une société et vous allez dépendre de l'évolution de la marge, du chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on va valoriser votre investissement. L'obligation, vous allez prêter de l'argent à une société et vous pariez sur sa solvabilité. Est-ce qu'elle va vous payer vos coupons et vous rembourser le capital derrière? Aujourd'hui, vous pouvez faire assez tranquillement sur de l'obligataire non coté avec pas énormément de risques, du 6-7 par an sans trop de difficultés. Et des fonds qui, pendant le Covid, au pire du Covid, quand la bourse faisait moins 40, moi, ils sont allés à moins 1,5. Donc, tu peux avoir une volatilité très limitée et franchement, faire du 6% par an en ligne droite sur 10 ans, eh bien, en fait, ça fonctionne bien. Ouais, t'as presque fait x2, t'as fait x2 sur 12 ans. T'as fait x2 sur 12 ans. Et je net de tout frais. Et avec la fiscalité du PEA. Parce que comme tu es dans le cadre de la loi TEPA, quand tu sors au bout de 5 ans, tu n'as que les prélèvements sociaux de 17,2 à payer. Et si tu es dans une holding, tu as le taux d'IS réduit. Et quand tu es dans une très haute société, tu as l'IS réduit. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on se différencie. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes plus gros clients, c'est effectivement... Enfin, mes clients, d'une façon générale, et les plus gros, effectivement, c'est certes des particuliers, c'est surtout les holdings de mes clients. Parce que la plupart des médecins que j'ai, des professions libérales, alors ça va, médecins, experts comptables, notaires, on va dire pour la partie profession libérale, ils ont tous leur holding au-dessus. Alors eux, c'est des SPFPL, ça s'appelle les SPFPL, c'est une holding un peu particulière, dans lesquelles on remonte une partie de la rémunération et on va faire de l'investissement. Et on va décaler le revenu dans le temps. Ça, c'est un vrai boulot de conseiller en gestion de patrimoine. Parce que aller vendre un Malraux, tout le monde peut le faire. N'importe quel idiot peut le faire, vendre un Malraux. Par contre, aller faire un travail où on va dire au client, attendez, on va d'abord créer une société, décaler les revenus dans le temps, faire une vraie organisation, ça c'est un boulot de conseiller en gestion de patrimoine, où généralement on va bosser avec un expert comptable, avec un avocat, avec etc. C'est ce que je vois généralement dans le profil des jeunes qui rentrent dans les cabinets ou qui ont quelques années. Souvent ils ont fait du droit, et souvent c'est des bons ingénieurs en montage juridique et fiscal. Et je vais faire une petite dédicace à mon cher père qui était, lui, banquier privé. C'est de la gestion de fortune et qui me parlait très très rarement des performances et des investissements. Il me parlait surtout de la structuration juridique et des montages comme ceux que tu viens d'évoquer. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans le travers inverse, que je vois de plus en plus. C'est-à-dire de monter une usine à gaz pour rien. Oui, de complexifier. Tout le monde veut sa holding aujourd'hui. Tout le monde veut sa holding, tout le monde veut sa SCI. Alors, il y a 9 SCI sur 10 créées qui ne servent à rien en France. Mettre une SCI, alors, quand vous baladez, je suis dans le coin, quand vous baladez au Cap Ferré ou à Arcachon et que vous voyez que tous les biens sont achetés en SCI, généralement du coup à l'IR au début, à l'impôt sur le revenu, sauf que vous avez généralement votre maison elle est meublée. Donc quand vous vous dites, ah ouais ça coûte quand même vachement cher, j'ai un petit peu la louer, sauf qu'en fait quand vous la louez, c'est du bénéfice industriel et commercial, donc votre SCI, elle va basculer à l'impôt sur les sociétés. Vous n'allez pas aimer avoir votre résidence secondaire en SCI à l'impôt sur les sociétés. Et puis généralement, un bon LMNP aurait fait l'affaire. Puis généralement, on oublie en plus les obligations déclaratives, parce que ça veut dire une obligation de déclaration annuelle, ça veut dire un compte impôt Gouv Pro, ça veut dire etc. Et tout ça, c'est oublié. Voilà, donc essayez pas de complexifier pour rien. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il était en train de faire, il me fait, ouais, là je suis en train de céder des participations, j'ai remonté, je suis en train d'acheter un bien. Enfin, t'avais l'impression que c'était le fils de Bernard Arnault, quoi, tu vois. Mec, il venait de faire une plus-value, il sortait 60 000 € de la boîte dans laquelle il avait travaillé pendant 3 ans et il venait d'acheter un deuxième local commercial pour 75 000 €. Oui, c'est pas hyper complexe quand même, ça. En fait, là, on avait la holding, il y avait 2 SCI, sauf qu'il n'avait même pas acheté de résidence principale. Enfin, il y a un moment, en fait, il n'avait rien qui lui appartenait, puisqu'en fait, quand vous avez une holding, les parts de la holding vous appartiennent, mais ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas en jouir. Non. Vous devez passer par la case impôt pour en jouir, nécessairement, parce qu'à un moment, il faut vous le distribuer. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout mettre dans la holding, sauf qu'il ne faut mettre dans la holding que ce dont on n'a pas besoin, ce qu'on va transmettre, ce qui est du patrimoine de très long terme. Ça aussi, c'est un défaut que j'ai déjà vu sur des sessions de boîte, sur des grosses sessions de boîte. Quand tu cèdes une boîte, 8 millions, 10 millions, j'en ai
Un start-upper qui a persévéré longtemps, c'est-à-dire qu'il a cédé sa boîte à 55 ans. Il a mis 20 ans à céder sa boîte. Par contre, à un moment, il a enfin trouvé le truc. Il cède sa boîte. Il a pris 15 millions. Il a pris 15 millions, 7,5 en equity de la boîte qu'il a racheté et 7,5 cash. Et un cabinet d'avocats lui a dit, vous montez votre holding, sauf qu'il a mis toutes ses parts dans la holding parce qu'il n'a regardé que l'aspect fiscal. Il a mis le cash. Français. Oui. À titre perso, il est locataire. Et il a dit, je viens de m'acheter une maison, une barre et demie à Paris. Bon, enfin, pas une maison, mais un bel appart. Et il me dit, je la paye. Oui, mais je me fais un prêt à moi-même, un truc. Non, en fait, c'est de l'abus de bien social. Ouais. Parce qu'en fait, non, vous ne pouvez pas. Donc on se retrouve à quoi aujourd'hui ? Il a acheté dans sa holding et il se loue tous les mois sa résidence principale. En attendant qu'on trouve une solution. Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est si vous voulez monter une holding ou une SCI, dites-vous bien, quel que soit le niveau, qu'à un moment, on passe par la case d'impôt. Quand on veut sortir de l'argent, versement de dividendes, salaire ou quoi que ce soit, vous pouvez vous amuser à faire vos calculs. Moi, je l'ai fait quand j'ai eu une SASU pendant assez longtemps, qui avait beaucoup de trésorerie, et je me posais la question, gros salaire, grosse cotisation sociale ou gros résultat donc taxable à l'IS, mais plus gros dividende. Et en fait, je me suis sorti un Excel, un fichier assez simple où je faisais mes calculs. À X% près, dans ces montants-là, le résultat était à peu près le même. Ouais. Et je me suis fait une raison en me disant, bah oui, qu'est-ce que tu essayes de gruger en fait dans tous les cas, tu n'échapperas pas à 30, 40, 50% d'impôts selon le niveau de ce que tu te verses. Et en plus, en tant que conseiller, c'est un rendez-vous génial à faire. Parce qu'en fait, quand tu es en amont, là, tu vois, ce client, je l'ai pris trop tard. Il est arrivé trop tard chez moi. Parce que l'apport au départ avait déjà été fait. Donc en fait, on va faire une réduction partielle. Enfin, il va récupérer du cash, etc. On va sortir de son cas. Mais c'est un rendez-vous hyper agréable. C'est-à-dire que les gens qui arrivent et qui me disent, je vais céder ma boîte, je vais prendre 10 millions, 5 millions, 15 millions, 20 millions. En fait, c'est un rendez-vous hyper agréable. C'est-à-dire qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre dans votre holding ? En fait, demandez-vous ce dont vous avez besoin à titre perso. Et là, on fait un truc, on sort une page blanche et on dit, c'est quoi vos kiffs perso dans les 10 ans à venir ? Et là, on liste voyage, montre, resto de luxe, résidence secondaire, bagnole, etc., etc., etc. Et il y en a qui me disent, non, moi, franchement, je veux ma résidence principale. Voilà, non, je ne veux pas une résidence secondaire, moi, je veux voyager, etc. Ils ont gardé 200 000 à titre personnel, ils ont mis 10 millions dans leur holding. Mais il faut bien faire attention à toujours garder un bout à titre perso. Vous n'êtes pas obligé de tout amener. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément. Donc, faites-vous plaisir. Sachez vous faire plaisir. Et n'oubliez pas que vous êtes... Si jamais on a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui vont céder leur boîte, vous allez faire comme tous les chefs d'entreprise que j'ai pu connaître. C'est-à-dire qu'au début, vous me dites « Ah non, mais moi, là, je viens de bosser comme un âne pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, je me repose. Et je ne reprends pas. » Et généralement, au bout de 2 mois, ils s'ennuient comme des rats morts. Oui. Ils ont un copain qui appelle et qui fait « Au fait, je suis en train de j'ai un remonter une boîte. projet, un truc, tu voudrais pas me filer un petit coup de main là vite fait, un truc vite fait, tu vois, 2 après-midi et tout. » Et généralement, 15 jours après, ils ont recommencé à travailler 80 heures par semaine sur un nouveau projet. Ouais, écoute, je viens de prendre des BSPCE, j'ai rentré à la prochaine augmentation de capital, et ils sont repartis. Un entrepreneur reste un entrepreneur. Oui, mais c'est vrai ça. Et je pense que c'est applicable aussi d'un point de vue... on va dire sous le niveau CGP. Question rapide, à partir de quel patrimoine on peut rentrer client chez un CGP sérieux, entre guillemets? En fait, la question, c'est comment il se rémunère. Première question hyper importante. Ça, on va aussi en parler. Ça tombe bien. Moi, en fait, je ne suis pas un CGP indépendant. Okay. Je suis une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. Mais je ne suis pas indépendant. Oui, tu as dit que moi, je suis rémunéré. Voilà, je suis rémunéré à la com. C'est-à-dire que quand je vous recommande des solutions, je touche une rétrocession. Donc, le fait de toucher une rétrocession veut dire que je ne suis pas considéré comme indépendant, puisque ma rémunération n'est pas basée que sur des honoraires. Mais, alors, il y a ça, mais je vais essayer d'aller un peu dans ton sens en disant... ton indépendance, elle vient du fait que c'est toi qui choisis le partenaire. C'est moi qui choisis le partenaire. Après, tu peux choisir le mieux disant dans les performances ou dans les commissions. Oui, et la différence, c'est que moi, je dis exactement le détail à mes clients. C'est-à-dire qu'ils savent, au premier entretien, je dis exactement ce que je dis là.
moi, je vous coûte entre 0,3 et 1% annuel selon ce que je suis. Je vais vous Quand coûter... tu dis 0,3 à 1%, c'est sur le patrimoine investi? Alors c'est sûr, voilà, exactement. C'est 0,2 à 0,3 par exemple, c'est vraiment sur les choses qui sont garanties en capital. Oui. Relativement simple à suivre. Moi, ça me coûte la mise en place, ça va rester 2 ans, donc c'est même là-dessus, j'arrive quand même quasiment à perdre de l'argent pour être clair. Je vais vous coûter à peu près 0,5, 0,6 sur des obligations datées, des choses relativement simples, et j'ai coûté à peu près 1% sur du non coté. Ok. Donc il y a plus de risques. il y a plusieurs risques, c'est beaucoup plus compliqué à suivre, c'est beaucoup plus long à suivre, il y a beaucoup plus de sélection. Et c'est une vraie spécificité du cabinet où moi je sais que là-dessus on a une plus-value. Enfin, je vends la plus-value que j'ai aussi là-dessus. Donc, alors, j'ai vu justement tes partenaires en regardant un peu évidemment ton site, mais je sais pas s'ils sont tous. Euraseo, c'est pour du non-coté. Ouais, Euraseo, c'est une de mes très très grosses positions, pour être clair. Okay. Ils ont un fonds que j'aime énormément qui s'appelle Euraseo Private Value Europe numéro 3. Quand je l'ai connu, il devait peser 250 millions. Je pense qu'il doit peser 2 milliards maintenant. C'est un très gros fonds avec énormément d'obligations non cotées. Vous avez beaucoup d'obligues et vous avez aussi une stratégie historique d'Euraseo qui est du secondaire. Ouais. Où en fait, quand vous avez en gros un gros instit qui... le cas le plus parlant, c'est il y a quelques années, quand il y a eu une grosse baisse des prix du pétrole, il y a notamment les pays du Golfe qui ont eu besoin de se libérer d'un certain nombre de positions non cotées. Et typiquement, Euraseo, ils arrivent, ils disent bon, ok, ta position, moi je l'évalue à 100, je te la paye tout de suite, je t'offre la liquidité, mais je te la prends à 60. Et en fait, ça, c'est 40% du fonds et ça marche très très bien. Ouais, et en fait, faire du secondaire sur mon côté, c'est... Et en fait, voilà, il y a un mix de secondaire et d'obligataire qui, ensemble, fonctionne très très bien, qui, en ligne droite, depuis plusieurs années, fait du 6-7%. Ça, c'est très bien. C'est un peu moins air liquide à moi. Ok. Bon, alors c'est bien. Et attends, Private Value Europe. Et donc, quand 6 mois, tu m'en mets pour, j'en sais rien, 100 000 euros, tu vas me dire, sur les 100 000 euros, combien toi, tu vas être rémunéré de la part d'Euraseo? 0,9 par an, sur le montant investi. Okay, donc, ça veut dire que quand ton 100 000 sera devenu 200 000, je serai rémunéré 0,45. Ok. C'est un des seuls qui paye sur le montant investi et non pas sur l'encours. Ok. Et ça, cette discussion que j'ai là avec toi et où j'ai aucun souci à le dire publiquement, en fait, les clients, parfois, ils sont choqués quand ils arrivent au cabinet, c'est-à-dire qu'ils me posent des questions. En fait, il y en a, ils arrivent un peu provoques en disant c'est quoi votre chiffre d'affaires, c'est quoi votre marge, et je leur réponds. Et ça leur fait très bizarre. Mais non, mais c'est bien, c'est comme ça, c'est assez clair. Tu as parlé de l'alignement d'intérêts. Oui. Tu défends les intérêts de tes clients, mais tout le monde dit je défends les intérêts de mes clients. Je pense que n'importe quelle personne agit pour son client. Mais tu as quand même aussi une tendance dans un... Ça peut être l'équilibre de Nash où c'est défavorable à tout le monde, où toi tu penses à ton intérêt avec ta rétrocommission et ton client n'a pas la meilleure performance parce qu'il n'a pas le meilleur placement, ou l'optimum de Pareto où tout le monde a son intérêt. Donc pour moi la transparence est assez claire dans le sens où déjà de dire moi j'investis là où vous investissez, c'est un gage de crédibilité, mais en plus de donner les chiffres en disant Private Value Europe d'Euraseo, je ne sais pas combien ça fait par an en performance annualisée, mettons que ça fasse 12%. Je t'invite à regarder. Non, c'est 6 par an. 6-7 par an, net de tout frais. Mais le fait est que... Et de ma com, je précise. Non mais oui, et ta com. Je parle toujours net de frais, brut de fiscalité. Ce qui est intéressant dans le cas de la gestion de patrimoine, c'est que les 6-7%, ils travaillent généralement sur plus de 10 ans. Ouais. Donc, tu ressors avec des performances cumulées qui sont tout à fait... Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu vois, très souvent, les clients, tu me parlais de 100 000, c'est un bon exemple, 100 000, parce que 100 000, ça te permet d'accéder à des fonds professionnels. Ouais. Tu as beaucoup de fonds professionnels, notamment à appel de fonds. Donc, un fonds professionnel à appel de fonds, tu mets 100 000, tu prends un engagement en fait, de 100 000 et tes 100 000 vont être appelés pendant 4 ans généralement, et on va te rembourser après au bout de 8, 9, 10 ans. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent, nous, on a des taux de rendement internes à 11, 12%, c'est ce qu'on vise, etc. Et en fait, quand tu compares 100 000 euros investis tout de suite à 6%, quoi qu'il arrive par an, à 100 000 euros où ils vont faire 12, mais où en fait, tu vas toujours être investi à hauteur de 25, 60, 50, ouais. En fait, tu arrives au même résultat. Oui, en calcul de TRI, évidemment, le coût d'opportunity capital est à peu près le même. Et il faut se méfier des acteurs qui vous annoncent des très gros rendements
mais où en fait, typiquement, vous êtes payé par exemple, ou alors sur le capital restant dû. Vous avez l'inverse parfois aussi. Vous avez des acteurs qui vous remboursent une partie du capital au fur et à mesure, Oui. mais vous n'êtes rémunéré que sur le bout du capital restant. Donc il faut faire attention à ça. Donc il y a les deux, et il faut faire attention à ça. Donc un fonds qui aujourd'hui vous dit en ligne droite, je fais du 6-7 par an, moi je trouve que c'est un couple rendement risque que j'aime et que je conseille très largement. J'aime ça. Donc, tu as Euraseo dans tes partenaires. Ouais. J'ai vu aussi, pour les noms que je connais, Iroko, Quorum, un petit... Ouais, un peu d'Iroko. Alors, Quorum, pas tellement, honnêtement. Je les ai, mais j'en ai pas tellement. Alors, oublions ces labels-là. Iroko, Quorum, j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode SCPI que j'ai fait avec Paul Bourdois de France SCPI. D'accord. Pour parler à tout le monde, là, CGP ou pas CGP, c'est quoi ton avis sur les SCPI? Et si on en prend, comment on le fait? Alors, la SCPI, c'est un produit retail. Donc, c'est un produit où ça veut dire que vous pouvez investir dedans à 180 €, vous pouvez en acheter. Ouais. Donc, la SCPI, il y a plusieurs façons d'investir dedans et plusieurs façons de le penser. Soit vous êtes dans une envie d'avoir une épargne progressive. Donc, la SCPI, vous pouvez faire un versement mensuel programmé en SCPI parce que vous voulez acquérir au fur et à mesure. Quorum fait ça, par exemple. Quorum fait ça. Beaucoup font ça maintenant, surtout sur les récentes. On peut citer Iroko, on peut citer Remake, on peut citer Novaxia Neo. Qui sont les trois avec qui je travaille en fait. Moi, essentiellement, mon alloc, pour être clair, c'est Iroko, c'est Remake et c'est Novaxia. Les trois ensemble, qui fonctionnent bien, qui sont des SCPI qu'on appelle sans droit d'entrée, qui sont des SCPI récentes, on va rentrer dedans. Mais l'idée, c'est qu'on peut épargner progressivement. Donc ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut épargner progressivement. On peut acheter à crédit. C'est compliqué de trouver les crédits, surtout en ce moment, mais bon, ça peut être une stratégie. Moi, généralement, quand on met de la SCPI, c'est qu'on a quelqu'un qui est relativement prudent et qui a besoin de revenus immédiats. Généralement, j'en fais assez peu de la SCPI, honnêtement. C'est vraiment des personnes qui ont des besoins de convertir immédiatement dans une espèce de rente un capital. Ils ont besoin de convertir un capital en rente et ils disent « je vais vivre de ces revenus ». Okay. C'est important d'aller chercher des SCPI qui ont une part importante à l'étranger parce que vous avez quand même un avantage fiscal qui est important. Voilà. Il n'y a pas de prélèvements sociaux, donc vous évitez 17,2 de prélèvements sociaux. Vous avez généralement l'impôt qui, en fait, ces conventions fiscales internationales sont faites comme ça, c'est que dans 98% des cas, c'est l'impôt du lieu où le bien est situé qui s'applique. Donc quand vous avez un revenu qui vient d'Allemagne ou des Pays-Bas, vous etc. pouvez être sûr d'un truc, ce sera toujours plus faible qu'en France. Et en fait, tu vois, ça c'est intéressant aussi parce qu'on parle. Je suis un anarchiste du couple rendement risque. T'as pas tellement plus de risque d'avoir un immeuble en Allemagne plutôt que d'avoir un immeuble à Paris. T'as moins de risques, je pense, parce que non, mais j'ai une conviction sur la capacité des Allemands à payer leur loyer plus forte qu'en France. Et en tout cas, l'idée, c'est que ce qui vous reste dans la poche est plus important quand vous avez un revenu qui vient d'Allemagne que quand vous avez un revenu qui vient de France. Donc le couple rendement risque net dans votre poche est meilleur en Allemagne qu'en France. Voilà. La réflexion, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un produit de base qu'on peut un tout petit peu tordre. En fait, on ne le tord même pas, c'est juste une sélection. Et qui vous permet d'arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant dans votre poche. Quand vous êtes, on parlait de mon médecin ophtalmo, chiro-ophtalmo, mec, il est à 48% de fiscalité, 45% de tranche marginale d'imposition. La CEHR, alors qui maintenant n'est plus exceptionnelle, mais tu es à 48%, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Lui, si jamais je lui conseille ça, il en laisse 70% au fisc et je te compte pas l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire qu'il a quasiment zéro en fait de renta. Donc lui, s'il en fait... Le seul intérêt, ce serait pour lui de s'endetter d'emprunter pour acheter des SCPI. Il faudrait qu'il s'endette, sauf que lui, il en peut plus de l'IMO. Dans une assurance vie. Mais... Il a été... Attention à l'assurance vie et à la SCPI. Ah, t'es le deuxième qui me le dit, et ça m'intéresse. Parce qu'en fait, tu cumules la couche de frais de l'assurance vie et de la SCPI. Le pire des deux mondes, le pire des deux enfers. Et en fait, l'un plus l'autre, il faut regarder ce qui reste dans la poche. En fait, moi, mon métier, c'est de parler à mes clients, ce que je te disais, net de frais, brut de fiscal. Mais net de frais, net de fiscal, c'est intéressant aussi. Et là... Enfin, quelqu'un qui parle vrai. C'est ça que tu viens de dire. Moi, je suis un anarchiste du couple rendement risque. T'es un CGP anarchiste. Ouais, je suis très soft pour un anarchiste, mais ouais. Mais il y a ces idées-là qui fonctionnent bien. Et la SCPI, aujourd'hui, il y a une tendance qui m'agace énormément. J'ai déjà fait ce coup de gueule plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a des SCPI qui sont totalement illiquides parce qu'on est dans un moment où on sort d'un hiver, on va dire, sur la SCPI. Il y a eu énormément de SCPI qui, aujourd'hui, en fait, vous voulez retirer vos fonds, vous ne pouvez pas parce qu'il y a trop de retraits. En gros, il y a eu des moins-values, donc les gens ont commencé à retirer. Le fait de retirer ont obligé à vendre des immeubles dans des moments de crise, donc ça fait des nouvelles moins-values qui font que de nouvelles personnes retirent, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux duquel c'est très compliqué de sortir. Donc la moins-value attire la sous-perf attire la moins-value et les retraits. Et c'est l'inverse. Ensuite, celles qui aujourd'hui ont été créées récemment, justement les Remake, les Iroko, les Novaxia, eux, au contraire, ils achètent au moment où c'est les soldes.
Donc ils peuvent rentrer justement dans ce creux de marché qu'il y a aujourd'hui et ça leur permet de préparer les plus-values de demain. Ce qui est aujourd'hui scandaleux sur le marché, c'est qu'il y a des gérants qui lancent des nouvelles SCPI pour profiter justement de ce momentum de marché, alors qu'ils ont des vieilles SCPI qui, elles, sont bloquées. Donc ils disent d'une façon totalement détente, écoutez, je vous crée une nouvelle SCPI, on va collecter, et ils abandonnent totalement les investisseurs historiques qui parfois sont là depuis 30 ans. Alors j'espère, je lance un appel, qu'ils vont faire ce qu'on appelle tuper les SCPI au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'ils vont fusionner pour redonner de la liquidité aux anciennes. On a vu certains qui ont fait ça récemment, donc c'est bien. J'espère que tous ceux qui aujourd'hui ont des SCPI qui sont tankés avec des gros retraits de la liquidité vont avoir, j'allais dire l'élégance, la moralité de le faire. J'espère aussi. À quelle heure est ton train ? T'en fais pas, je le décalerai, je prends celui de 14h. En plus, alors pour la petite histoire, je vois qu'il neige derrière. Vraiment, j'ai eu la très bonne idée de venir à Paris le jour où il neige. Non, vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Non, mais on va essayer d'accélérer. De toute façon, même si c'est passionnant, j'essaie de pas. Mais dans le dépasser. non-côté, il y a l'univers du non-côté qui est fabuleux encore, duquel on peut parler. Moi, tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse et de quoi je parle avec passion, c'est quand je peux aller faire des journées. Donc, tu vois, chez Euraseo, c'est intéressant parce qu'on fait du non-côté, on peut dire de quoi on finance, etc. Ensuite, quand tu rentres dans des idées d'impact, quand tu rentres dans des idées de proximité, moi j'ai beaucoup de mes clients, c'est des chefs d'entreprise. Donc quand tu es sur de la start-up, c'est des chefs d'entreprise. Quand ils veulent financer la start-up, c'est des chefs d'entreprise qui financent d'autres chefs d'entreprise. Moi je travaille, on va dire les noms, je travaille avec 50 Partners, qui est un incubateur parisien très bon, qui a la particularité d'avoir un taux de mortalité au niveau de ces start-up qui est inférieur à 10%. Ce qui est rare. Ce qui est un ovni dans le secteur. C'est un ovni, c'est-à-dire que normalement, tu sais que ton taux de mortalité est bien plus élevé. Quand vous êtes investisseur particulier, alors aussi je vais me faire des copains, méfiez-vous des plateformes de crowdfunding. Parce qu'en fait, quand vous allez chercher vraiment de la start-up sur la plateforme de crowdfunding, pour être clair, c'est que les fonds d'investissement, ils ne sont pas allés. N'en veulent pas. Les banques n'y sont pas allées. Les business angels habitués n'y sont pas allés. Et pour être clair, la valo, elle augmente à chaque fois. C'est-à-dire que quand les banques, les fonds d'investissement professionnels n'y sont pas allés, on propose toujours une valeur plus élevée aux business angels. Et sur les plateformes de crowdfunding, c'est encore plus élevé. Alors, tu as des plateformes de crowdfunding qui servent de bridge. C'est-à-dire que c'est vrai. Il y a quelques VC qui sont ou business angel et il reste, je sais pas, 20 ou 25% du tour de table à faire vite. Et ils font le reste du tour de table. Et notre petit camarade Alexandre Leng de Tudigo, par exemple, moi, il m'a rassuré là-dessus. En me disant, il y a déjà Truffle Capital, ou je sais plus lequel, qui est là depuis 5 ans, mais qui a remis au pot, mais qui ne veut pas reprendre tout le tour de table. Nous, on vient le bridger. Moi, ça me va. Si, en revanche, on est tout seul et qu'il n'y a personne de référence, il y a 99 000 mecs différents sur un business startup qu'on ne comprend pas, là c'est plus risqué. T'as regardé la perf des fonds de Truffle ? Non. Mais je ne sais pas si c'est Truffle en l'occurrence. Ah, ok. Vraiment, alors là, je rentre pas trop. Si c'était... dans le cas de cet investissement, c'était pas Truffle. J'avais regardé évidemment la performance du produit. Mais à partir du moment où je mets mes billes, oui, je fais une vraie due diligence, etc. Mais je ne sais plus quel est le fonds en question. Et c'était pas vraiment le... Mais un fonds est toujours rassurant au capital. Le fait d'avoir un fonds, normalement, c'est que tu as quelqu'un qui est passé avant, qui a regardé, qui a analysé. Donc c'est sûr qu'investir aux côtés d'un fonds, c'est nécessairement plus rassurant. Et c'est du co-invest. Et en fait, le co-invest, je pense que c'est rapidement un biais comportemental. Surtout chez les petits investisseurs. C'est pour ça qu'il en parlait hier, Grossman d'Euraseo. C'est pour ça que c'est même un jeu pas de dupe, mais au moment de rentrer au capital des startups, si les fonds y sont pas allés, si tel fonds y est pas allé, on n'y va pas, mais si ce fonds-là y est allé, on veut tous y aller, etc. Enfin, c'est une mécanique de co-investissement qui fait que quand tu es venture capitaliste, investisseur donc en capital risque, tu passes plus de temps à discuter avec tes pairs qu'avec les entrepreneurs. On en arrive là, quoi. Ouais. Non, mais la question, c'est où va la smart money ? Smart money, en gros, l'argent des business angels, des entrepreneurs qui ont vendu, etc. Et qu'on dit smart parce qu'ils ont du réseau et ils peuvent leverager leur expérience et leur carnet d'adresses pour aider un business. Et on se dit, cet argent-là, qui est souvent le premier à arriver dans les boîtes, parce que les instituts n'y vont pas quand c'est à ce niveau de risque, cet argent est intelligent et il peut aider à vraiment bien développer les boîtes. S'il y a un conseil à donner, en tout cas aux gens qui veulent investir en start-up, si jamais votre patrimoine financier ne fait pas plusieurs millions d'euros,
passer par des fonds, parce que le fonds, vous êtes sûr que vous aurez 30, 40 participations qui vous permettront justement de limiter le risque. Ou alors, si vous allez sur les plateformes de crowdfunding, vous avez 40 000 euros à investir, vous faites 40 tickets de 1 000 euros. Ouais, mais non, mais si tu as 40 000 euros, a priori, tu vas pas sur une plateforme de crowdfunding. Mais on a entendu. J'espère que non. Non, mais oui. Donc en tout cas, quand moi je suis avec 50 Partners. Tu dis, c'est qu'il faut éclater son risque. Quoi. Voilà, il faut éclater son risque. Quand je suis avec 50 Partners, l'intérêt, c'est que tu as des journées investisseurs et que quand tu es investisseur dans le fond, tu peux aller rencontrer les chefs d'entreprise, que tu as des journées où les gens vont pitcher, ils t'expliquent ce qu'ils font, tu peux les rencontrer et c'est hyper intéressant. Et là, tu as une relation directe où moi je passe chaque année une journée complète avec mes clients chez 50, dans un événement qui s'appelle 50 Day. Tu rencontres un peu tout le monde. C'est hyper intéressant et c'est là où on est dans un accompagnement vraiment de proximité. Et où en plus on crée une petite communauté avec les clients qui sont intéressés par ça. Et j'ai même des clients maintenant qui commencent à bosser entre eux avec les différentes boîtes. C'est hyper chouette en tant que conseiller. Il y a plusieurs choses que tu dis depuis le début. Proximité, l'importance de comprendre ce dans quoi on investit et le non-côté qui finance l'économie réelle. Donc ça, c'est aussi une des réponses de cette grande question. Ma problématique, si notre échange est une dissertation sur la confiance qu'on accorde à un conseiller. Justement, à propos de proximité et de limite d'intimité avec les investissements, il y a quoi dans ton patrimoine, à toi ? Waouh. Dans mon patrimoine, aujourd'hui, il y a essentiellement ma société. Ouais. Puisqu'en fait, ma société, aujourd'hui, prend la majeure partie de mon patrimoine. En fait, c'est comme tous les entrepreneurs. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, ça doit être 70% de mon patrimoine, je pense. Donc ta société, c'est ton cabinet de gestion de patrimoine ? Oui, mon cabinet aujourd'hui, si je le vendais, je le vendrais à peu près 2 millions d'euros. Ça se valorise sur le montant des fonds gérés ? Ouais, sur un multiple de chiffre d'affaires et sur un multiple d'EBIT. Voilà. Okay. Donc c'est voilà. Résultat d'exploitation. Voilà, dépréciation et amortissement, mais il n'y a pas beaucoup de dépréciation et amortissement quand on fait du service. Je dis, tu n'as pas beaucoup de machines-outils, quoi. Non, pour être clair, mon chiffre d'affaires est quasiment mon résultat net, quoi. En fait, il y a très très peu de déperdition entre les deux, effectivement. Bah, tu as quand même des salaires à payer. J'ai les salaires à payer entre les deux, mais ouais, c'est pas énorme en soi-même. Aujourd'hui, il faut voir que je me paye pas 15 000 balles par mois, pour être très clair, parce qu'en fait, aujourd'hui, je réinvestis tout. C'est-à-dire, je suis quand même dans une logique d'entrepreneur aussi, moi, de mon côté, parce qu'aujourd'hui, on a monté la société il y a 4 ans. On réinvestit progressivement, parce que donc on a créé des filiales, on a créé une filiale à Lyon, on a créé une filiale à Pau, on a amené des nouvelles compétences avec des nouvelles personnes sur des sujets un peu différents, pour aller faire des études retraite, pour aller faire de l'épargne d'entreprise, pour des choses qui nous étaient demandées par les clients. Puis aujourd'hui, on est typiquement en train d'acquérir les bureaux. Donc aujourd'hui, pour répondre aussi à ta question, pour continuer, comment est mon patrimoine aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, j'ai quasiment 600 000 euros garantis en capital en fonds euros, mais qui me rapporte du 5% parce que je suis allé prendre un contrat qui a fait une offre à un moment qui me permet d'avoir du 5 net de tout frais dans ma poche, qui me permet de retirer quand je veux, prorata temporis de l'investissement et de toucher quand même mes 5%. Ça, c'est de l'assurance vie dont tu parles ? C'est de l'assurance vie. J'ai fait une assurance vie, non pas pour un objectif de faire de la transmission, qui est normalement ce que l'on fait, oui. Mais j'ai fait une assurance vie parce que j'avais besoin d'avoir un garantie en capital, un fonds euro garanti en capital. Ok, et c'est rare, les fonds euros garantis en capital à 5%. À 5%, avec une offre qui dure jusqu'à fin 2025, donc 2024-2025, et qui, moi, aujourd'hui, me permet du coup de me dire, je peux financer tranquillement l'apport que j'ai à faire pour mes bureaux. J'ai un besoin à titre personnel aussi, justement pour la maison. On va vendre la maison où on est, on va racheter une autre, on va en construire une autre sur ce même terrain. Donc en fait, il faut une grosse opération immobilière qui me nécessite, moi, d'avoir du cash disponible et de faire le prêt-relais que ne me fera pas la banque sur une partie. Oui, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de cash. Beaucoup de cash garanti en capital, qui est tout ce que je n'ai jamais eu. Normalement, j'ai toujours eu... Moi, j'ai commencé, en fait, vraiment à avoir la première chose que j'ai fait comme invest, c'était le jour où on a ouvert le PEA-PME, où il a été accessible. Ça devait être quoi, 2014 ? Oui. Et on était en 2014 de l'ouverture du PEA-PME. Je crois que j'ai profité d'une offre bancaire qui doublait ce qu'on mettait dessus. Ça, c'est comme l'abondement d'un PE. Mais vous avez des boîtes qui font des PE, profitez des abondements. Parce que quand vous faites 100% ou 200% à l'ouverture, aucun investissement vous le fera. Donc surtout, profitez-en. Plan épargne entreprise. Voilà, plan épargne entreprise. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était le PEA-PME à l'époque. Il y avait une offre pour doubler ce qu'on mettait. Et derrière, j'ai tout mis en action pure. Et je l'ai gardé. Et j'ai fait comme la Ledger, je l'ai oublié. Et je sais que... Ouais, je l'ai encore. J'ai tout mis à l'époque sur un fonds. Parce que le gérant est bien. C'est Louis Defels d'ailleurs qui joue, qui à l'époque, tu peux parce que c'est un mec hyper intéressant, hyper pédagogue en plus. Et Louis Defels, il était à l'époque
À l'époque, il était encore chaperonné. C'était les débuts de sa gestion parce qu'il venait pas tout seul en rendez-vous. Ouais. Et à l'époque, c'était Raymond James qui depuis a revendu, je crois que c'est devenu indépendant. Et maintenant, c'est Guy Lusac Gestion qui a repris et c'est un fonds effectivement de toute petite capitalisation. Mais ça doit être de la toute petite capi. Il faut voir que les petites capis, c'est des cycles. Donc moi, j'ai profité d'un cycle qui a été positif. Il faut avoir du temps pour les micro-caps. Il faut avoir du temps. Ouais. Et la micro-cap, là, on sort de 8 ans de sous-perf qui s'explique par de la macro. Par la perf des grosses caps. Voilà, qui s'explique par de la macro qui est liée au taux élevé parce que c'est quand même des sociétés qui sont plus endettées que les grosses. Oui. Et par des raisons techniques parce qu'aujourd'hui, il y a aussi l'avènement des ETF. Oui. Et que les ETF, généralement, c'est de la grosse cap parce qu'on achète un MSCI World, un CAC, un S&P 500, un Nasdaq. Je l'attends, l'ETF micro-cap. L'ETF micro-cap. Mais tu vois, effet de levier. Qu'est-ce qui se développe? C'est qu'en fait, ça, par contre, c'est une dérive de l'ETF, je trouve. C'est que l'ETF, aujourd'hui, ceux qui vendent des ETF, au bout d'un moment, ils te répondent à tout, la solution, c'est l'ETF. Sauf que non, la solution, l'ETF n'est pas la solution à tout. Non, l'ETF est vraiment... Il y a des ETF private equity. On va faire des épisodes là-dessus. Il y a des ETF private equity. Ouais, mais ça, c'est ridicule. Il y a des ETF... Alors, il y a des ETF obligataires. L'ETF obligataire n'a aucun intérêt. Parce que l'ETF obligataire... Alors, si t'es dans mon cas, ou quelqu'un qui n'est pas client CGP, qui n'a pas envie d'acheter des obligs en direct... fondaté. Qui veut s'exposer... Oui, mais attends... s'il n'a pas répondu bien au questionnaire sur sa plateforme d'investissement et qu'il veut profiter de la baisse des taux sur, si jamais il sur du 5-10 ans américain un peu élevé, il prend un ETF obligataire à 5-10 ans et... Il sera mieux sur un fonds oblig. Bien sûr. Il sera mieux sur un fonds obligataire. Franchement, si le questionnaire lui permet d'investir sur un ETF obligataire mais pas sur un fonds daté... Faut changer de plateforme. Faut peut-être changer de plateforme ou de questionnaire parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Et le souci d'un ETF obligataire, c'est qu'en fait, forcément, on achète tout à proportion de ce qu'il y a sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui émettent le plus de dettes ne sont pas forcément ceux qui sont le plus qualitatifs. Donc en fait, tu as un couple rendement-risque. Je reviens toujours à mon couple rendement-risque. Mais c'est la base qui est biaisé. Mais c'est la base de la finance. Mais c'est pour ça que j'ai un souci avec la crypto et que ça ne rentre pas dans ma tête. Mais ça fait partie justement de ces choses qui sont hyper importantes. Mais juste sur la crypto, elle respecte... mais non, mais elle respecte le couple rendement-risque. T'as un rendement très élevé, t'as un risque très élevé. C'est comme sur la startup, quand moi j'ai chez 50 Partners, je dis à mes clients, vous récupérez entre moins 80 et x3. Voilà, très bien. Et je leur mets par écrit. C'est comme, comment elle s'appelle cette boîte qui fait des cœurs artificiels là. Carmat, ça c'était Truffle justement à la base, très belle introduction de Truffle. Carmat, ça vaut entre 0 et 1 milliard. Oui. La valo. Mais Carmat n'a rien à faire en bourse. Non. Les fonds ont voulu en sortir. Quand elle est rentrée en bourse, elle pouvait lever parce qu'on était encore ça a été très beau investissement de Truffle. À la fin du cycle, et Truffle avait besoin de sortir aussi. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des licornes qui vont aller en bourse, c'est que tu as des investisseurs qui ont envie de liquider. Pour moi, c'est une mauvaise raison. Je ne vais pas nommer les boîtes, on en a parlé hier. Les boîtes qui font de la réservation de rendez-vous médicaux. Mais... Alors, puisque tu parles de Doctolib... Moi Doctolib, c'est une vraie stratégie de Conto. Ça, mais tu veux continuer chez Razeo, tu as Content Square aussi, qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient introduire en bourse. C'est les 3 boîtes où ils ont annoncé qu'ils allaient les introduire en bourse sur 2025-2026. Ouais. Doctolib, typiquement, c'est une boîte qui, effectivement, n'a pas été rentable pendant des années. Typiquement, une start-up qui est devenue maintenant une ETI, on peut le dire. Ouais. Et en fait, c'est une stratégie, typiquement, de non-coté qui va s'introduire en bourse. Pourquoi ? Parce que le non-coté, pendant des années, forcément, on ne leur demande pas de faire de la renta, encore que maintenant, de plus en plus, on demande d'atteindre la rentabilité. Et en fait, c'est une société qui a grossi pendant des années en rachetant aussi des concurrents, en faisant de l'hypercroissance, en rachetant des concurrents. La première étape, c'était de gagner le marché et d'éliminer les concurrents. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'eux. Pour être clair, à 2-3 qui tentent de se lancer, ils n'y arrivent pas. Ils ont gagné le marché, ils ont plié le game, et en fait, ils font la même chose de plus en plus à l'étranger, en Europe, ils ont ouvert des pays. Et en fait, au fur et à mesure... Ça leur coûte de l'argent, évidemment. Ça leur coûte énormément d'argent. Et en fait, ils sont rentables sur certains marchés. Typiquement, le marché français, aujourd'hui, ils sont rentables. Il y en a un autre, je ne sais plus lequel, et en fait... Le signe pour dire je vais m'introduire en bourse, c'est qu'à un moment ils arrêtent ces investissements. Ils vont dire on devient rentable partout parce que c'est ce que demande la bourse. Oui, pour valoriser une boîte. Il n'y a aucun problème qu'une boîte rentre en bourse, mais moi c'est mon exigence d'investisseur. Si tu t'adresses à l'épargne publique, donc à monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas le même niveau de compétences que des investisseurs qui étaient autour de table de Doctolib avant, qui n'ont pas le même niveau de connaissances financières, ayez au moins la dignité, la crédibilité de gagner de l'argent. Twitter et Facebook, ils n'étaient pas mais ils étaient Uber, pas rentables. pareil. Et même Warren y est allé. Et WeWork. Non mais, sur quoi ? Sur Uber ? Buffett, il a du Uber ? Il n'y a pas d'Uber ?
À vérifier. Mais moi, je demande le replay de cette séquence. Je demande le replay. Non, mais on vérifiera. Pour moi, il est jamais allé dans Uber. Il est pas allé dans Uber, Warren ? Non, mais Warren Buffett, c'est Visa, Amex, mais ça, Mastercard, d'accord. Coca, Kellogg's, Domino's Pizza, Bank of America, je te laisse Apple. parler pendant 2 minutes et dérouler. Non, mais la base de Warren, c'est je valorise une société sur les dividendes qu'elle me rapporte. Dividend pricing model, un Gordon Shapiro ou un Gordon Gross, comme tu veux, pour ceux qui connaissent la finance d'entreprise. Et donc, ça ne peut pas s'appliquer si la société ne verse pas de dividendes. C'est même pas qu'elle gagne de l'argent, c'est que si elle ne verse pas de dividendes. Alors, donc, le premier article que j'ai, c'est Buffett voulait investir dans Uber, les discussions capotées. Autant pour moi, Félix a gagné. Non, je ne cherche pas à gagner, mais j'aurais été très étonné. Bref, on parlait donc de ce non-côté qui s'introduit et qui peut faire donc des belles opérations. Et j'espère que ce sera le cas, évidemment, pour ce qu'on appelle les licornes françaises. Je reviens sur ton patrimoine. Donc, 60 à 70%, la valeur de ton cabinet à peu près 2 millions. Donc si je suis bon en maths, ça veut dire que ton patrimoine fait à peu près 2,8 millions, 2,9 millions. Le reste, il y a 600 000 en assurance vie que tu m'as dit. Voilà. J'en ai oublié un bout du coup. Et parce donc qu'il y a t'as un peu de PEA, PME. Il y a un bout dans ma résidence principale, j'ai du PEA, j'ai du PEA, PME, j'ai un peu d'assurance vie, j'ai du non-coté, j'ai de l'Euraseo. C'est très bien. J'ai de l'Euraseo. J'investis là où j'ai, voilà. T'as des SCPI ou pas ? Non. Ok, très bien. J'ai pas d'SCPI. Je suis pas à l'abri un jour dans ma SCI à l'IS qu'on vient de créer, qu'on a matriculé la semaine dernière pour les bureaux. Peut-être un jour, pourquoi pas. Au-dessus de laquelle il va mettre 2 holdings, puis des SC en fait, au régime mère-fille, défiscalisé je suis pas en passant par les dom-toms. Je suis pas à l'abri un jour de faire pourquoi pas. En fait, c'est très intéressant de faire dans des sociétés immobilières, enfin dans des sociétés à l'IS, c'est très intéressant de faire de la SCPI. Okay. Parce qu'en gros, ça travaille bien, t'as plein d'avantages en fait. Et tu peux faire aussi des démembrements où tu achètes la NUPRO à titre perso, l'usufruit dans la société. Ça te permet d'amortir ton usufruit, ce qui n'est pas le cas quand tu achètes pleinement. Ça, c'est des stratégies après qui sont efficaces, mais là, tu rentres dans la vraie ingénierie, tu rentres pas dans la vente de produits, tu rentres dans la vraie ingénierie patrimoniale. C'est un épisode, je pense, qui parlera aux entrepreneurs pas mal et aux gens qui détiennent leur business encore C'est le gros de mes clients. Moi, le gros de mes clients, c'est de la French Tech, c'est des gens qui cèdent leur boîte. C'est vraiment le gros de mes clients, voilà, c'est ça. C'est de la profession libérale et de la French Tech. Et tu vois, tu me demandais tout à l'heure, justement, tu me disais, c'est les 3D. Moi, c'est pas tellement les 3D, c'est beaucoup les ventes de boîtes. Ouais, c'est vraiment le cash-out. Un nom qui commence par D pour dire cash-out. On trouvera. Des investissements. Des investissements, voilà. Tout à fait. Là, je rentre dans le questionnaire non plus à la Proust, mais à la Baron. Donc, ton patrimoine, on a fait le tour. Ton meilleur coût en investissement. Je précise en investissement. 50 Partners. Ok, 50 Partners. On est en train de sortir, là, les invests qui ont été faits entre 2017 et 2020. Ouais. Donc, fonds professionnels, appel de fonds 25 000 euros par an. Donc, sur 2017-2020, on est en train de le sortir à x5,5. Wow. Donc, les clients ont mis 100 000, ils sortent 550 000. C'est le meilleur invest qu'on ait fait. T'as pas 100 000 euros Ça, c'est le meilleur qu'on ait fait ces dernières années, dans un moment où on nous dit que c'est en ce moment pourri de sortir les startups. C'est ça aussi qui fait la qualité. Alors, bien sûr, quand on te dit un truc, et c'est liquidé en ce moment. Tout à l'heure, le grand public qui dit non, c'est pas le moment. Surtout, il faut aller à l'inverse du truc, quoi. C'est toujours ce que je répète à mes clients. Quand le présentateur du 20h vous dit c'est la fin du monde, c'est le moment d'investir. Et ça, c'est une phrase que je répète depuis que je fais de la gestion de patte. Et c'est ce qui fait que quand il y a notamment eu le Covid, les gens, je pensais qu'il y aurait, parce qu'on a perdu 40%, en gros, on a fait moins 40% sur les marchés en quelques semaines. Moi, je pensais il y a une panique, j'avais peur que les gens paniquent et me disent FX, j'ai perdu combien, c'est pas possible, etc. Et en fait, les gens m'appelaient pour réinvestir. Parce qu'on avait mis de l'argent de côté, parce que je leur avais dit attention, les marchés sont hauts, on a mis de l'argent de côté, on réinvestira quand on prendra une tôle. Tu sais pourquoi ils t'ont rappelé, je pense aussi. Parce que, je le déduis de ce que tu m'as dit dans notre échange, mais parce que tu fais de l'éducation aussi financière. Oui. Et un des principes de base reste quand même d'acheter quand les gens ont peur et puis d'avoir peur quand les gens sont très rassurés. Si tu es allé sur mon site web, il y a cette phrase de Warren Buffett en première page de mon site web. Je crois que c'est ça. C'est parce que d'habitude, il y a acheter au son du canon, vendre au son du violon, etc. Rothschild qui nous dit qu'il a fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt. Bref, on a beaucoup. J'ai vu une autre blague de Warren Buffett qui dit quel est le seul endroit où un smicard peut conseiller un millionnaire ? Une banque ? Non, dans un cabinet de gestion de patrimoine. Ah oui, encore pire.
Mais après, donc, j'ai trouvé ça sur un article qui critiquait les CGP, parce qu'évidemment, je voulais te rentrer dedans. Et je me suis dit, est-ce que Buffett a vraiment dit ça? Et jamais, du tout. On lui fait dire 95% de ce qu'il n'a jamais dit. C'est bien évidemment. Mais comme ce pauvre Nelson Mandela qui sort très régulièrement des citations qu'il n'a jamais dites également. Mais... Et que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Il y a quand même quelque chose sur lequel tu ne m'as pas attaqué, ou tu devrais m'attaquer. C'est. Il donne le bâton. Vas-y. Non, en fait, c'est sur la rémunération en tant qu'indépendant. Effectivement, aujourd'hui, moi, je ne suis pas indépendant. C'est-à-dire, et je le revendique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au niveau de la réglementation, soit tu es 100% sur honoraire, soit tu touches les rétros comme moi je le fais en disant à mon client, moi là-dessus, je touche 0,5, je touche 0,3, je touche 0,8. En fait, aujourd'hui, le système tel qu'il est fait que pour moi, c'est plus intéressant pour mon client de lui dire, je prends de la rétro. Parce que si jamais je te prends de l'ONO, je dois te coller 20% de TVA et j'impacte pas ce que je te coûte sur tes plus-values futures. Donc, mais quand tu dis, donc les honoraires, ça sera des honoraires basés sur la performance que tu fais, c'est ça? Non, alors... Non. Les indépendants, généralement, ils te disent, moi, pour suivre votre patrimoine, je vous prends soit un forfait horaire, soit un pourcentage de ce que je vous les suis. honoraires de gestion, pardon. Ça, et voilà. Et là, tu es considéré comme étant conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Moi, je dis à mes clients, non, vous ne me payez rien. En fait, ils ne me payent pas. Oui. Je suis payé par les solutions que je vous recommande. C'est ça qui fait que je ne suis pas indépendant. Juste à noter, d'ailleurs, au niveau de la réglementation, il y a quand même un truc fabuleux, c'est que ta banque est considérée comme indépendante. C'est-à-dire que quand ta banque te vend son assureur, sa société de gestion et ses fonds, le conseil est indépendant. D'accord. Le miracle du lobbying. On va pas revenir là-dessus. On va pas se fâcher. Ok, donc non mais toi, tu as des commissions de gestion qui sont réglées par les rétrocommissions, mais tant que tu es transparent dessus, pour moi, fair enough, ça va. Et il y en a une partie qui est liée à la perf, effectivement. Voilà, parle-moi un peu de cette perf, parce que ça m'intéresse de me dire s'il fait 10% ou s'il fait 12%, en tout cas mieux que le marché, ça m'intéresse de partager un peu avec lui. Alors, aujourd'hui, on est dans les locaux d'une société de gestion qui a bien voulu nous prêter sa salle de réunion. Merci, Montaigne Capital. Merci, Montaigne Capital. Montaigne Capital, c'est une société qui je suis allé chercher ou ils m'ont contacté, je ne sais plus lequel des deux. En fait, je cherchais quelque chose de très spécifique pour mes clients, je cherchais de la gestion en titre vif. Une gestion sous mandat en titre vif, c'est-à-dire pouvoir dire à mes clients, aujourd'hui, vous aurez un gérant personnel qui va gérer votre portefeuille et qui va surtout prendre en compte tout votre patrimoine. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, moi, j'arrive chez Montaigne avec un client, je lui dis, ce client, il va investir 500 000, 1 million ou un PEA, il va mettre 150 000 euros. Et en fait, ils tiennent compte de l'intégralité du patrimoine pour justement correctement exposer le client, l'investir progressivement, etc. C'est tout l'inverse d'une gestion pilotée. Une gestion pilotée, vous rentrez dans un profil, à un moment T, vous suivez les mêmes arbitrages que tout le monde, et ça, c'est quelque chose qui est problématique parce que vous rentriez haut, que vous rentriez bas, vous rentrez dans la même gestion que tout le monde. Et généralement, plus vous avez les frais de la gestion pilotée, plus les frais des fonds, donc c'est beaucoup plus cher. Ce qui, moi, m'a intéressé, m'a fait venir chez Montaigne Capital, c'est que il y a de la gestion en titre vif, donc ce qui fait que c'est beaucoup moins cher pour le client. C'est beaucoup plus transparent parce que il y a clairement des frais de gestion sous mandat qui sont partagés entre moi et eux. Et on a une partie de notre rému qui est liée effectivement à la perf qui est servie net de frais au client, avec ce qu'on appelle un principe de high watermark. C'est-à-dire que, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, lorsque, par exemple, si jamais on se prend une tôle la première année, pour être clair, et qu'on fait moins 15 la première année et plus 20 la deuxième, comme on n'a pas livré 6% de perf annuel net au client, on ne déclenche pas de surcommission. La surcommission, c'est 10% de la performance au-delà de 6. Donc pour être clair, si jamais on fait 10% net, on a droit à 0,4 de rémunération en plus. Tu tiens en compte de la performance annualisée sur le passé, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un alignement d'intérêt, c'est ce que je recherche beaucoup. Et pour être clair, et c'est là où moi mes clients ils sont habitués à ça, c'est-à-dire qu'ils savent que je suis marié avec personne. Et pour être clair, si jamais un jour Montaigne ça se passe pas bien, je prendrai les investissements de mes clients et on ira ailleurs. Et en fait, Montaigne, c'est aussi le résultat d'une autre société de gestion où je gagnais beaucoup mieux ma vie, mais où j'étais pas content. Et cette autre société de gestion me payait le double de ce que me paye Montaigne. Mais j'y étais pas allé parce que ça me payait plus. J'y étais allé parce qu'il y avait des bonnes perfs, parce qu'il y avait des bons gérants. Cette société de gestion, elle a été rachetée, les gérants sont partis, et surtout, je n'avais pas la qualité de service que je voulais. Donc, partant de là, effectivement, pour une question de qualité de service, et en plus, il y a eu cet alignement d'intérêt, on a effectivement tout bougé. Mais c'est là où moi, je suis indépendant dans ma façon, et où mes clients sont habitués à cette indépendance lorsqu'ils sont avec moi. Ok.
Tu as pris tout le pognon et tu l'as mis ici. Et je peux dire qu'on a fait ça très brutalement. J'ai appelé la société de gestion, je leur ai dit, je sors tout. Ils n'ont pas aimé. Mais bon, c'est la vie. C'est ça de bosser avec un CGP anarchiste. Je suis désolé, je cherchais. Le CGP anarchiste, c'est vraiment le truc qu'on m'a jamais fait. Alors jamais. Ah ouais, mais bon, t'es jamais venu sur le premier million. Ok, patrimoine, c'est bon, ton meilleur coup. Moi, je voudrais dire qu'il y a quelque chose avec lequel je suis pas d'accord avec ton podcast. Vas-y. Celle-là aussi, on te l'avait jamais faite. Non, mais jouer, jamais. Vas-y. Moi, je pense qu'on peut pas devenir millionnaire en faisant de l'investissement en tant que particulier. Je pense que c'est très dur. Je pense que c'est très dur. En fait, on peut parce que tu peux toujours faire des bons coups. Oui. C'est le coût. Tu vois, mes clients qui mettent leur coût de 100 000 euros avec un risque très élevé chez 50, ils prennent 550. Donc, objectivement, ils ont épargné 25 000 euros par an pendant 4 ans, ils prennent 550, ils ont déjà fait la moitié du chemin. Bon, ils ont que 17,2 de prélèvements sociaux à la sortie. Enfin bon, tu vois, c'est intéressant par rapport à ça. Donc oui, on peut faire un bout du chemin. Mais si tu veux devenir millionnaire en France, faut être soit bien né, donc tu récupères les millions de tes parents avec un héritage, soit faut créer une boîte. Mais je suis Il y a pas... parfaitement Mais d'accord. c'est important de le dire, et parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même, alors ce qui n'est pas le cas du podcast, t'es pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication où on nous vend la possibilité de. Et je trouve que c'est important de, tu vois, tout ce qu'on va passer sur Internet. Enfin, quand moi je vois la pile de documents que je fais signer à mes clients sur le plan réglementaire, où maintenant, sur mon accord, il n'y en a plus un qui lit ce que je leur envoie, parce que je leur envoie des centaines de pages de réglementaire. Hier, il y a un client qui m'a appelé, il avait lu les conditions générales. Ça fait je sais pas combien de temps qu'un client n'avait pas lu les conditions générales. Pourtant, c'est long. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Cela dit, moi, j'ai dit premier million pour le podcast. J'ai pas dit en combien de temps ça prendrait. Et D'accord. justement, dans l'intro qu'ont reçu la plupart des gens qui me suivent, je précise que gagner 1 million, je l'ai fait quand j'étais banquier d'affaires. Plusieurs millions quand j'étais entrepreneur. Je t'ai montré là en bas de l'immeuble les fonds de commerce dans lesquels j'avais investi. Et je me suis lancé ce défi très difficile, peut-être impossible, on verra, de partir et de le dire cette fois, je le fais en tant que particulier, avec tout ce qui est à notre niveau accessible en tant que particulier. Il y a des choses immédiatement accessibles, des placements, des titres vifs, etc. Et il y a des choses qui le sont moins. Par exemple, comment je pourrais faire pour m'inscrire, mettre une partie de mon patrimoine dans un truc un peu plus risqué ou type 50 Partners. Mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et mon but, c'est de construire plusieurs jambes d'un patrimoine en partant de 50 000 euros. Et on a démarré il y a 6 mois. Je sais que l'année, je vais la finir au-dessus. Tant mieux. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de secret. Si je veux élever ce patrimoine, je me sers d'un levier. Et le levier va probablement être le levier bancaire. Et que ce qui ne l'est pas aujourd'hui va le devenir, mais la plus grosse partie de mon patrimoine va devenir, je t'en parlais hier, j'essaye d'acheter des biens immobiliers à Paris, va devenir de l'immobilier. Mais je vais essayer de le faire de la meilleure des façons en essayant de... Je communiquerai sur mon patrimoine net, pas sur le patrimoine brut, sinon c'est trop facile. Enfin, c'est trop facile. C'est comme avec les frais, t'as le brut et t'as le net. Oui, non, mais... Donc, soyons clairs, si on arrive en 5 ans à 1 million, on sera très très fort. Mais ce qui compte, pour moi, justement, c'est l'aventure, c'est le chemin, c'est de rencontrer des François-Xavier Seur, des Jean-François Faure ou des Alexandre Lang pour faire tous les Bordelais sur l'or ou sur le... Toute l'équipe. Toute l'équipe bordelaise sur la partie de l'or, du private equity, de la banque privée, mais aussi de la crypto. Mais j'ai eu d'autres invités sur les terres agricoles, j'en ai bientôt un qui vient sur l'immobilier, pour justement regarder ce qui se fait de très traditionnel, les SCPI c'est très traditionnel, et de ce qui se fait de très nouveau. Par exemple, Hectarea avec Paul Rodriguez, c'est d'investir dans des obligataires de foncier agricole. Ça, c'est très nouveau, mais c'est accessible. Et c'est pas avec 4% par an que tu vas devenir millionnaire vite en mettant tout là-dedans. Clairement pas. Mais c'est de la diversification. Oui. Et c'est passionnant de le faire. Et moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est que je pense que la plupart des gens qui investissent sérieusement ne se disent pas grâce à Baron, demain je vais devenir millionnaire. Non, mais en revanche, j'espère qu'ils peuvent se dire là, je vais investir dans quelque chose qui me passionne. Moi, d'avoir mis, je sais plus, quelques milliers d'euros dans une maison dans le Périgord qui produit des truffes noires, c'est de la passion, c'est l'investissement je ne compte passion. pas en faire des milliers et des cents, mais je suis toujours passionné, j'espère passionnant, quand je raconte cette histoire aux gens qui me demandent toi justement t'investirais dans quoi. Je dis regarde le podcast, écoute François-Xavier Seur. Alors
Merci d'avoir attaqué justement ce modèle-là. Oui, évidemment, montez votre boîte si vous le pouvez, ou naissez dans la bonne famille. Voilà, si vous n'êtes pas Pour né toi dans la comme pour moi, famille, c'est un peu vraiment trop devenez tard. entrepreneur, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Devenez entrepreneur. Et puis le jour où vous vendez, allez voir François Xavier, qui vous aidera à monter juridiquement pas trop de holding. Justement, par rapport d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, fiscal, etc., qu'est-ce qu'on pourrait changer comme loi ou créer comme dispositif pour arranger les choses, libérer l'investissement, faire que ce soit qu'on soit plus bloqué, ou comme beaucoup de Français à se dire finalement ça vaut pas le coup, on va se faire taper dessus et de toute façon on tape sur les riches ou on tape sur leur argent avec leurs impôts. La question, elle est dans ta réponse. Enfin, la réponse dans ta question, pardon, c'est l'inverse. Mais... La question, elle est vite répondue. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Non, mais oui, la fiscalité aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire que la fiscalité peut être un boost pour investir. Il faut pas que ça soit un frein. Et aujourd'hui, c'est quand même un frein assez global. Ne serait-ce que les plafonds. Tu vois, on parlait du PEA. Oui. Le PEA, ça a été 132 500 € très longtemps parce que c'était 1 million de francs qui a été transféré en euros. L'assurance vie, c'est 152 500 parce que c'était effectivement 900 000 l'un, 1 million l'autre. Et en fait, c'est pas actualisé. Ça, techniquement, tous les ans, on réduit en fait l'avantage qui est lié à ça. Je suis d'accord avec toi. C'est Christian Fontaine du Revenu qui le disait. Exactement. Aussi. Voilà. J'allais le citer. On est resté sur des montants et des plafonds en francs. D'il y a 30 ans. Mais en plus, parce que moi, il y a un truc qui me rend fou à chaque fois. J'ai pas encore regardé pour Michel Barnier, mais je regarde toujours les déclarations de patrimoine des dirigeants. En me disant, ils investissent comment ? Mais c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable d'être ministre élu, donc élu quand tu es député ou ministre, tu es quand même censé représenter des dizaines, centaines de milliers, voire des millions La de bonne Français. gestion. Et tu es déconnecté de leur réalité économique. Tu sais qui est le meilleur ? C'est Mélenchon. C'est un des meilleurs au niveau de la gestion de son patrimoine. Il a quoi, lui ? Il a sa maison. Il a investi dans de l'IMO à Paris. Je crois qu'il a quelques appartes, de mémoire. Non, ça me ferait que ça soit un des plus à gauche qui est finalement presque le mieux géré son patrimoine. Il y a une espèce de concours de pauvreté qui est insupportable. Dès qu'on le sait à la présidentielle, ils publient tous à l'autorité pour la transparence de la vie politique, ils publient tous cette déclaration-là. Et quand tu regardes, il y a une espèce de concours de pauvreté où c'est vraiment, moi je vous assure, je suis du peuple, je viens du peuple, etc. Il faut vraiment à tout prix, pour venir du peuple, ne pas avoir de patrimoine. Bah non, c'est pas parce qu'on est un mauvais gestionnaire qu'on va faire un bon politique derrière. Je pense que les politiques nous ont prouvé ces dernières années, vu le déficit qu'on a aujourd'hui, que c'était pas forcément des bons gestionnaires. Mais ça, c'est un autre sujet. J'avais dit que je ferais pas de politique, faut que je me taise. Non, mais c'est moi qui ai commencé. Mais il y a la fiscalité, en tout cas dans les mesures, il y a la fiscalité. Il y a au moins ne pas l'alourdir, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a lancé un très mauvais signal sur le plan politique, sur le plan de l'esprit entrepreneurial. On avait un esprit entrepreneurial depuis 10 ans. Et le pire, c'est que c'est la partie 2 du quinquennat de Hollande qu'il a lancé, parce qu'il a quand même attaqué trotsko-communiste pour finir capitaliste dans son mandat. C'est-à-dire que le début a été à gauche pour finir à droite. Et en fait, ça n'a pas commencé avec Macron, ça a commencé avec Hollande, qui a été pro-business à la fin de son mandat. Et en fait, ça a été un moment qui a été très bon. C'est-à-dire que la fin du mandat de Hollande, le début du mandat de Macron, il y a eu un élan. Il y a eu quelque chose qui a donné envie d'entreprendre, il y a eu de l'entrepreneuriat, il y a eu plein de choses qui ont été extrêmement positives. Et là, le souci, c'est qu'on est en train de le casser. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de réduire la dépense publique. Et comme on est incapable de réduire la dépense publique et qu'il faut réduire le déficit, si jamais tu réduis pas la dépense, tu augmentes les recettes. Et aujourd'hui, pour augmenter les recettes, tu fais quoi ? Tu augmentes les impôts. Puisqu'on ne va pas augmenter les impôts populaires, type la TVA, alors que on sait que si jamais un jour il y a une crise profonde, la TVA elle passera de 20 à 22 et ça sera un des gros moyens pour pouvoir résoudre le déficit. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de politique. Donc, en tout cas, il faut retrouver l'esprit entrepreneurial qu'il y avait. Il faut permettre aux gens d'investir et leur laisser cette liberté d'investir parce que c'est malgré tout dans l'investissement que l'on peut aller chercher derrière de la croissance. Quand on dit en France, la consommation permet la croissance. Mais en fait, non, la consommation, c'est parce qu'à un moment, avant, il y a eu de l'investissement, une activité qui a permis d'avoir cette consommation derrière. Ça, c'est quelque chose contre lequel je m'élève. Non, la consommation ne permet pas la croissance. C'est une résultante de ce qui a été fait avant et, entre autres, de l'investissement. Ouais, mais là encore, on est resté à un niveau de compétences économiques où c'est le dogme keynésien, en gros, de la relance par la consommation. Oui, de manière temporaire, oui, quand tu sors de la guerre, ok. Sauf que dire que la consommation relance la croissance, pour moi, c'est voir l'argent comme un stock. Oui. Alors que si tu as du bon sens et tu comprends de tout ce qu'on a dit depuis le début, si tu veux t'enrichir et créer un patrimoine, tu ne penses qu'à des flux.
Tu penses qu'à grossir des flux. Donc les flux, c'est des flux d'investissement Oui. qui créent des choses et qui créent d'autres flux. Mais Keynes, ça fonctionne, mais dans une économie fermée. Oui, mais c'est Ça pour marche, ça marche en mais Corée c'est du fini, Nord. oui, voilà. Ok. Sauf que aujourd'hui, dans une économie qui est mondialisée, il y a Ricardo qui est passé entre les deux, pour être clair, Ouais. pour citer d'autres économistes. Bah oui, ça fonctionne pas. Ça ne peut pas Non, fonctionner. mais oui. Et puis en Corée du Nord, ça marche, mais ils n'ont pas Internet. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Ok, alors, bon, on s'arrête là pour la politique et les lois. Dernière question. Ouais, les erreurs les plus graves que peuvent faire les investisseurs quand ils se lancent. On a cité 2-3, mais Ou même quand ils ne se lancent pas. Hein, mais, alors, être guidé par l'impôt. En fait, investissez, plutôt que de vouloir réduire votre impôt, investissez dans des investissements qui sont limités sur le plan fiscal. Ouais, c'est typiquement, ne faites pas de défisc, faites un PEA. Parce que vous allez faire plus de résultats et la fiscalité sera moins fiscalisée. Je vous parlais des fonds non cotés, c'est la même chose. Vous n'avez pas d'avantage fiscal à l'entrée. N'allez pas faire des FIP, des FCPI, des FIP Corse, des FIP Outre-mer, des Sofica, etc. Ce sont des produits sur lesquels vous avez tellement de contraintes que vous avez un avantage fiscal à l'entrée, mais à la sortie, vous n'allez pas faire de perf. Il vaut mieux aller faire l'exemple de 6%. Pinel. L'exemple de Pinel. L'exemple de Pinel, en fait, dans le débat public, Pinel est positif, effectivement, pour les promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça permet effectivement de faire de l'emploi au niveau des promoteurs immobiliers. Donc, c'est une bonne chose sur le plan sociétal, c'est une mauvaise chose en tant qu'investisseur. Oui, non, mais pour les promoteurs, c'est bien, ça construit des logements, ça résout un deuxième problème, mais ça ne doit jamais être, le dispositif Pinel ne doit pas être vu comme un investissement. Sur les 10 dernières années, il fallait faire du LMNP, il ne fallait pas faire du Pinel. Oui, on peut continuer à faire un peu de LMNP, je pense. Enfin bon, ça c'est Notre débat, on a déjà, je prends le train suivant, donc bon. Mais oui, c'est bon, je prends le train suivant. Non, je prends le train suivant, vraiment. Mais voilà, il y a cette idée-là. Donc, ne soyez pas guidés par la fiscalité. Ça, c'est vraiment la première des choses. Investissez sur un support que vous comprenez. Et si vous avez un doute, n'y allez pas. Si vous avez un doute sur le support, si vous avez un doute sur le conseiller, n'y allez pas. Vous ne sentez pas la personne que vous avez en face de vous, vous vous engagez avec votre conseiller pendant 10 ans ou 15 ans. N'y allez pas, vous allez devoir le supporter pendant 10 ou 15 ans. Si c'est une tannée d'aller le voir, il ne faut pas y aller. Je suis d'accord. Il ne faut pas y aller. Donc quand vous avez un doute, vous n'y allez pas. Vous investissez sur des choses que vous comprenez, vous diversifiez. La martingale, ça n'existe pas. Je sais que c'est un autre podcast, mais voilà, ça sera au cadre de SAUV, mais voilà, ça n'existe pas en soi-même. Il ne faut pas tout mettre sur le rouge, parce que sinon c'est du casino, c'est plus de l'investissement, c'est plus de la gestion de patrimoine. Et faites attention à vos biais comportementaux, notamment aux biais de confirmation, aux biais de surconfiance. C'est-à-dire que quand vous commencez à étudier un sujet, vous avez très rapidement l'impression que vous en devenez un spécialiste. Vous en devenez rapidement un promoteur et vous avez l'impression que toutes les infos qui vous arrivent confirment cette info que vous avez commencé avec. C'est le coup c'est souvent dit, quand vous voulez changer de voiture, vous avez l'impression que la voiture que vous voulez acheter, vous la voyez partout dans la rue. C'est ce principe-là, le biais de confirmation. Et c'est la même chose en investissement. Il faut être très prudent par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que si vous avez des grosses convictions, il faut qu'elles restent limitées au niveau de votre patrimoine. Donc, c'est vraiment ça, les grosses erreurs que j'ai vues, c'est être guidé par la fiscalité uniquement, c'est le coup d'acheter un monument historique à Limoges. Ne pas tout mettre sur le rouge. Un jour, j'ai des clients qui sont venus me voir, ils avaient fait un produit structuré, quasiment tout sur Renault. Ils ont perdu 80% de ce qui a été fait parce que c'était un moment où il y avait un crack vraiment sur l'action Renault, c'était assez terrible. Donc, pas tout sur le rouge. Et puis, la diversification nécessaire et surtout ne pas investir avec un effet de levier sur des produits financiers d'une façon générale. Investissez avec effet de levier sur de la pierre et sur des endroits que vous maîtrisez. La maîtrise et la compréhension, c'est bien clair. Et croyez en vous, même s'il y a des biais comportementaux, croyez en vous, faites-vous confiance. Et alors c'est quand même moi qui me tire une balle dans le pied en disant ça. Si vous voyez des conseillers face à vous qui vous expliquent et que vous ne les comprenez pas, encore une fois qu'il y a le moindre doute, n'y allez pas, faites-vous confiance là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'effet Julien Lepers quand on passe sur un plateau télé ou autre, quand on pose les questions, on paraît toujours plus intelligent. Méfiez-vous des gens que vous voyez à la télé ou dans les podcasts. Oui, méfiez-vous, évidemment. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Hein. Restez prudent, voilà. Moi, j'assume. Quand je sais que je dis une connerie sur un plateau, ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps de dire un truc sur le DAX et le CAC 40, je me suis fait allumer sur Twitter. Il y a 20 minutes, j'ai dit une bêtise. Warren n'a pas acheté de beurre. Oui, vous aviez raison. En effet, ça arrive. Mais la différence, c'est que moi, je ne suis pas conseiller. Donc, je suis beaucoup plus libre. Allez, dernière question. C'est qui les bons investisseurs en France, selon toi ? Les bons investisseurs ? Ouais, en France ou en Europe ou dans le monde. Hein, mais pour éviter que tu me dises Warren Buffett, quoi.
Non. Alors moi, j'ai un défaut Pour moi, un bon investisseur, c'est un investisseur qui va dans le projet et qui croit dans le projet. Ouais. Alors, c'est pas un investisseur qui regarde uniquement le pognon. En fait, c'est les vrais entrepreneurs. Les entrepreneurs deviennent riches par hasard. Oui. La richesse n'est pas une conséquence de l'entrepreneuriat. Non, eux, ils sont partis avec leur idée, leur passion. C'est ça. Et en fait, ils restent entrepreneurs derrière. Et pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a vendu, devient business angel et commence à financer d'autres choses. Donc, Smart money. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on a des grands patrons de boîtes qui ont cédé leur boîte et qui derrière deviennent business angels, qui sont des très bons conseillers, qui permettent d'essaimer de nouvelles boîtes, de créer de nouvelles choses. Donc voilà, c'est ça qui, moi, me plaît, c'est ça qui me motive. Et tu vois, moi, et puis, il y en a aussi qui ont un objectif uniquement de durabilité. Tu prends une patronne comme Lucie Bache, qui est la patronne de Too Good To Go, qui a créé cette boîte qui est absolument géniale, qui est partie, on va dire, de Scandinavie et qui a essaimé sur le reste de l'Europe, qui permet aujourd'hui à des particuliers notamment d'aller récupérer les restes alimentaires, enfin justement éviter le gaspillage alimentaire et d'aller récupérer tout ce qui n'est pas consommé dans les restos. Tout ce qui n'est pas consommé. Dire reste, ça donne pas trop envie, c'est pour ça que c'était pas le bon terme. Effectivement, c'est tout ce qui n'a pas été consommé et dans la journée. Dans la journée, et vous y allez le soir, en fin de journée, quand ça ferme en fait, et vous achetez ça pour un prix qui est dérisoire. Il y a énormément d'étudiants qui y vont et c'est très bien. Ça permet à la fois de répondre à une question sociale, à une question sociétale du gaspillage de masse. Et elle, c'est quelqu'un qui n'a pas monté une boîte par envie de faire de la thune. C'est quelqu'un qui veut avant tout un impact, une durabilité, et je pense qu'elle laissera une trace beaucoup plus durable que certains qui sont allés uniquement chercher du pognon. C'est rare c'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est rare de réussir si tu montes une boîte juste pour faire de la thune. Ah mais j'en suis convaincu. Si t'as pas une idée, une ambition et au moins une émotion qui t'anime, tu n'iras pas très loin. Donc devenez entrepreneur, vous ferez un bon investisseur. Devenez entrepreneur, vendez votre boîte, allez voir FX chez Taré Patrimoine. Et vous deviendrez business angel et vous vous arrêterez jamais. Vous serez dans ce flux de la smart money. Merci FX pour cet échange. Merci beaucoup Félix, c'était super. On t'a fait avec mes auditeurs rater ton train. Je vais prendre le suivant et je vais me faire engueuler par ma femme en rentrant. C'est de sa faute. Ma chérie, c'est de sa faute à lui. C'est moi. Et félicitations pour la naissance à venir aussi. Merci beaucoup. Parce qu'avant d'être des CGP, des conseillers, nous sommes des humains. S'il y avait un doute là-dessus. Ok, merci et à bientôt FX. À très bientôt Félix, merci.